Tchad 24, comme d'habitude, dans le cadre de notre émission ou de nos émissions dans la grille des programmes en français. Le Tchad est un bilingue, le français et l'arabe, qu'on appelle pompeusement l'arabe local, mais ça se comprend et ça se partage au Soudan, en Égypte, etc., dans les pays où c'est plus ou moins couru et assez connu. C'est un réel plaisir de prendre la parole une fois de plus cet après-midi. Actu Covid-19, c'est pratiquement cette maladie ou cette pandémie qui est devenue cause pratiquement universelle. On ne parle que de ça partout, à Tu et à Dia. Ça fait tellement de victimes. On a connu également d'autres formes du virus corona via la couronne. C'était en 2004, ça a créé une petite maladie. Et suivre, n'est-ce pas, via le bouquet Ilnet, également via les réseaux sociaux. Je ne suis pas seul. Ça n'aurait pas, n'est-ce pas, de consistance. Notre rôle, c'est d'être entouré, comme je le disais tantôt à l'intro de mes propos, des spécialistes. Aujourd'hui, nous avons, je voudrais dire enfin, mais il a pu se détacher tout de même, et cette présence nous honore. Dr Didi Ali Sougoudi, médecin, infectiologue, paludologue. J'espère avoir bien prononcé, docteur. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Bon après-midi déjà. Merci Moubarak, merci les spectateurs et ceux qui suivent Tchad 24. Exactement. Je suis docteur Didi Ali Sougoudi, oui, comme vous l'avez dit, je suis médecin infectiologue et je suis également spécialiste du paludisme. Donc je suis détenteur d'un DS de maladies infectieuses et tropicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est ça ma spécialité. Paludologue, l'étude du paludisme est devenue presque une science. On parle de paludologie. Mais est-ce que... moi, j'ai l'impression que le palu continue toujours à faire des ravages en Afrique, mais on a l'impression que le coronavirus est venu, comment dire, dominer la vedette au palu. Exactement. Le paludisme tue depuis des millions d'années, des milliers d'années, je dirais. Depuis que l'humanité existe, les premiers spécimens de l'humanité ont eu des problèmes avec le paludisme, certes, et il en meurt du paludisme, mais... un mal cache un autre. Exactement. Quand un mal est d'actualité et qui surgit de façon foudroyante et de façon impromptue, comme le Covid, il en va de soi qu'on oublie un moment le paludisme, mais qui va toujours revenir. Le paludisme fait à peu près combien de morts, rien qu'en Afrique, globalement? En Afrique, le paludisme fait, essentiellement dans le monde, il fait 500 000 morts. Dont les 3 cas minimum en Afrique. 800 000, ils n'ont pas le chiffre exact parce que la plupart des morts en Afrique ne sont pas enregistrés. 500 000 morts, mais 90% de ces décès sont en Afrique, essentiellement. L'Afrique globale, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique essentiellement, c'est dans l'Afrique tropicale que ça sévit. Et justement, c'est l'Afrique tropicale, l'Afrique subsaharienne. Je crois qu'on commence un tout petit peu déjà à être éclairé. Comptez sur nous pour souvent inviter les spécialistes, si leur temps le permet. Ce n'est pas facile, vous savez également, avec les méandres de nos programmes, etc. L'invité se trouve souvent submergé. Nous remercions sincèrement Dr Didi Ali Sougoudi qui a été vraiment patient et nous espérons aller rapidement pour qu'il puisse rattraper son emploi du temps. Merci également à Amat Haroun Lari de la société civile. Bon après-midi. Merci. C'est un réel plaisir. J'espère qu'Amat est parfaitement... En fait, il a une voix qui porte. Au moins, pour ça, je suis content. Amat, une fois de plus, merci. Alors, que fait la société civile depuis qu'on s'est séparés sur ce plateau il y a une semaine par rapport à Covid-19? L'État travaille, je ne sais pas. Et la société civile accompagne. Vous ne vous sentez pas concerné? Amat est en santé. Bon, le reste, on s'en fout. Ça se passe comment? Bon, ça dépend. La société civile, plus particulièrement, même l'ordre des médecins, qui est là. Parce que les gens veulent faire, veulent s'impliquer. Même si on ne les implique pas, la société civile fait le mieux pour résoudre ce problème. Et on ne peut pas dire que non, parce que les autres, là, ils ne nous impliquent pas, on ne peut rien faire. Non, la société civile fait le maximum qu'on peut pour sortir de ces crises. Mais plus particulièrement, je tire chapeau aux ordres des médecins, malgré qu'ils ne sont pas tellement impliqués. Ils font tout pour qu'ils soient écoutés et sensibilisés aussi les autres.
Donc, mais l'ordre des médecins, écoutez, c'est grâce à leur conseil que l'État avance. Oui, je me trompe dans mon analyse. Ça dépend. Est-ce que le problème, est-ce que c'est eux qui sont en première ligne pour gérer? Amataroun Larry, je ne suis pas sur le plan politique. Je dis, docteur, une minute, docteur Didi Ali Sougoudi. Oui, je crois que l'ordre des médecins... J'ai plusieurs casquettes en plus d'être infectiologue. Moi, je suis également les EG de CIMET, le syndicat des médecins du Tchad, qui est bien différent de l'ordre national des médecins du Tchad, qui est l'ONMT. L'ordre des médecins du Tchad est le conseiller du ministre normalement, pas de façon formelle administrative, mais ils sont responsables de la pratique médicale au Tchad. Ça, c'est l'ONMT. Tout à fait. Par contre, s'il s'agit des intérêts moraux et matériels, le syndicat, les revendications, c'est le CIMET, syndicat des médecins du Tchad. Ça, c'est les deux composantes bien distinctes de la médecine. Tout à fait. Ce qui régit les médecins. En plus de ça, il y a l'ordre des pharmaciens, qui s'occupe de ce qui est médicaments. Mais également, il y a le SYNTAS, syndicat des agents sociaux-sanitaires, c'est les infirmiers, les laborantins, les corps qui accompagnent maintenant, qui appuient les médecins. Exactement. Donc, il y a plusieurs ordres, mais l'ordre des médecins du Tchad est conseil, mais exactement comme il l'a dit, l'ordre des médecins du Tchad s'est fracassé d'un communiqué comme quoi qui n'a pas été associé il y a 2 semaines. L'ordre des médecins, le CIMET, le syndicat des médecins du Tchad, a pondu également un communiqué le vendredi dernier pour revendiquer qu'il n'a pas été associé par le ministère. Et le SYNTAS également a été reçu le 12 mars par le ministère, mais le SYNTAS s'inquiète également de ce qui se passe comme atteinte du personnel soignant par rapport à ces Covid. Voilà un peu l'actualité un peu brûlante. L'atmosphère un peu difficile que je m'aimerais évoquer. Mais docteur, pour mettre cependant, l'ordre des médecins du Tchad et aussi bien le syndicat concourent pour la protection de la population pour contrecarrer une pathologie telle que le Covid, qui n'est pas une maladie anodine, c'est une maladie qui concerne toute la communauté tchadienne, y compris les citoyens lambda, qui est dans la rue aussi doivent se comporter de telle sorte que la maladie ne se propage pas. C'est pourquoi nous taisons parfois nos revendications sociales ou nos revendications syndicales. Ce qui est tout à fait normal par rapport à cette pandémie. Quand la brousse prend feu, il n'y a pas de fauve, il n'y a pas de proie. Exactement. Tout le monde va sortir du feu d'abord pour résoudre plus tard les problèmes. Le problème, exactement. Mais docteur, pour planter le décor et mettre les points sur les i, je crois que, quelle qu'en soit, quelle spécialisation, l'ordre des médecins, le syndicat, vous proposez en principe, et c'est l'état politique qui décide. Exactement. En principe, c'est ça. Exactement. Voilà. La science est bien différente du militantisme et bien différente de la politique. Oui. Parce que si la politique fait l'erreur de ne pas comprendre comment se manifeste la maladie, c'est foutu. Mais également la politique appuie également la science pour évoluer. Donc dans tous les pays du monde, la France, tous les pays qui ont connu d'abord la pandémie avant de venir vers chez nous, se sont positionnés derrière les scientifiques. Ce sont les scientifiques qui donnent les directives. Ce sont les scientifiques qui donnent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Ali, par contre, parce que les politiciens doivent mobiliser les moyens et doivent également écouter les scientifiques. Mais on a l'impression qu'en France, par exemple, pour ne citer que ce cas-là, même l'ordre des médecins semble ne pas être suivi par les politiques. Parce qu'il y a un médecin en France, en l'occurrence, que les politiques ont ouvertement et clairement combattu. Docteur Raoul a été combattu. Non, pas seulement combattu, mal écouté. A été devant les objectifs des caméras parce qu'il tient à un traitement qu'il veut coûte que coûte instaurer et il a des raisons parce qu'il a des résultats. Mais c'est controversé toujours. Par contre, les Big Pharma, le scientifique français n'a pas été occulté dans cette question. Elle est écoutée. Le comité scientifique de la France est tellement écouté docteur, que très souvent... Docteur, j'aimerais savoir ce qui se passe. Le professeur Raoul a posé des actes nobles en simplifiant la guérison du Covid-19, puisque ça marche, minimum à 95%. Mais je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste. Il avait tout à fait raison de ne pas de mettre des jalons, mais il a hérité de l'expérience chinoise, parce que le fameux... chloroquine qui permet de sauver et que la France... En fait, la politique française comme la politique tchadienne, nous copions sur la France, ça veut dire quoi? Un procédé ou un traitement... Un process. Un procédé, un traitement qui n'est pas suffisamment mis en épreuve, on ne donne pas à une personne. C'était ça qui bloquait les gens. Par contre, les gars de Raoul, docteur Raoul de Marseille, avec son équipe d'études, il trouve que il peut se passer de cette barrière-là.
Parce qu'il pense qu'il a des résultats. Par rapport à la pandémie. En plus, maintenant, il arrive à convaincre, les gens l'écoutent, il a de l'auditoire, les gens, il est tellement écouté que nous allons vers. Mais le Tchad a adopté justement la chloroquine et l'azithromycine pour remettre à tous les patients qui sont hospitalisés. Docteur, voilà ce que nous avons comme information. Il y avait des batailles entre les Big Pharma, que docteur Ali Sougoudi connaît très bien, et qui trouvaient que le process de docteur Didier Raoult allait trop vite et ne facilitait pas et ne favorisait pas leurs intérêts économiques. Or, docteur Didier Raoult, laissez-moi aller jusqu'à la fin, docteur, mais docteur Didier Raoult a beaucoup plus pensé, avant de revenir à Larry, a beaucoup plus pensé à la guérison des malades, parce que pour lui, la pandémie allait rapidement et beaucoup d'hommes tombaient. Il a raison, il n'a pas raison du tout aussi. Il a raison, il n'a pas raison. Il a raison, il n'a pas raison. Parce que ce n'est pas un individu qui va dire que le traitement marche, je suis sûr, et ça va aller contre la bonne volonté de la grande masse. C'est pas n'importe quel individu, docteur. Non, il s'y connaît, il est dans son domaine de référence. Dans son domaine, mais il n'est pas le seul infectieux, il n'a rien découvert encore. Mais il se met devant la scène actuellement avec le problème de Covid. Mais il y a également des lois de la médecine. Les lois de la médecine disent quoi? Les lois de la médecine disent qu'un procédé, un traitement qui n'est pas suffisamment éprouvé dans son innocuité, dans les dégâts qu'il peut causer. Aujourd'hui, il peut donner chloroquine, la tempête de Covid va passer, mais demain, il doit être redevable, il doit expliquer pourquoi il avait donné et s'il y avait des conséquences. C'est ça que la grande communauté scientifique refuse. Nonobstant également ce que vous appelez le complotisme. Parce que derrière chaque médicament, contre chaque médicament, il y a toujours des firmes, il y a toujours des vendeurs, ce qui est arrivé également pour l'artémisia. La plante qu'on devait utiliser, que l'OMS n'a pas donné de recommandations. Nous, au niveau du ministère, on a interdit, mais c'était une volée de bois. Les députés s'en mêlent, les politiciens, les sociétés civiles s'en mêlent. Ils disent, mais pourquoi l'artémisia qui soigne bien, le ministère refuse? Parce que l'OMS est peut-être aidé par des firmes. Nous n'avons aucune preuve que l'OMS est aidé ou non. Mais nous, notre objectif, notre mission scientifique, c'était quoi? Si vous donnez de l'artémisia en tisane, excusez-moi, si vous donnez de l'artémisia en tisane, vous allez donner de subdosage, c'est-à-dire de dosage en dessous de la normale. Et vous allez traiter la personne. Parce que dans l'artémisia, il y a justement l'artémisinine qui est utilisée dans les malacures, dans le Azac, dans le Coarena, dans le Combière, etc. Les médicaments qui sont sur le marché actuellement, c'est la même artémisinine. Mais la quantité, nous le savons. Mais dans la tisane, nous ne le savons pas. Les gars vont se guérir aujourd'hui, demain, dans 2 ans, mais dans 3 ans, il va développer des résistances. Il y aura des milliers de Tchadiens qui vont mourir. Nous avons vu plus loin, 5 ans plus loin. Qu'est-ce que les gens disent? Oui, pourquoi on ne donne pas? Parce qu'ils sont. Non. Mais la science a ses raisons. Parfois, le commun des mortels ne comprennent pas. C'est comme ça que nous avons refusé l'artémisia. Docteur semble. Voilà, Ahmad Haroun Larry, je compte vraiment là sur la société civile. Docteur, je dirais, a des arguments. Moi, sincèrement, je n'y crois pas. Parce que je mets en exergue les faits réels, palpables et concrets de docteur Raoult Didier. Il a bousculé tout le monde. Il n'a pas voulu que certains Big Pharma se mettent plein les poches. Ça, c'est connu. D'autant plus que, comment ça s'appelle, coronavirus ou Covid-19 semble être une maladie voulue et souhaitée par certains qui avaient derrière des intentions pas trop claires. Et ce qui semble ne pas toujours être commode avec la médecine, c'est qu'ils mettent en exergue à l'école les pratiques toujours souhaitées. Exemple, si tu as les maux de tête, c'est ça qui soigne. Et les prescriptions, souvent, vont à l'encontre de notre pharmacopée. La plupart de ces médicaments quittent l'Afrique pour aller de l'autre côté subir quelques transformations. Et cela nous revient nettement cher. Moi, je crois, c'est la question que je pose. Est-ce que les propos de docteur, c'est clair, c'est limpide, mais semble-t-il ne cache pas certaines vérités avérées par rapport au fait que les Big Pharma, derrière le process par rapport à la guérison de Covid-19, avaient des intentions bizarroïdes? Merci. Je suis tellement d'accord si je me positionne en tant que médecin, mais je me positionne en tant que société civile et en tant que politologue. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, pourquoi la France ne veut pas mettre ce que le docteur Raoult a découvert? Exactement. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui travaillent avec lui, et c'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Les Big Pharma, nous sommes dans un monde libido-libéral. Et dans ce monde, c'est les Big Pharma qui dictent les lois.
Imaginez comme un soldat. Ce qui intéresse un officier dans une bataille, c'est sauver la vie de ce soldat. N'importe quel prix. Mais aujourd'hui, les États-Unis, on a dépassé les 40 000 morts. Le président Trump a dit on va utiliser le chloroquine, même si la communauté scientifique n'a pas. Parce qu'on voit les résultats. C'est clair. À 90% de ces patients sont guéris. Parce qu'en attendant que le médecin nous dit sur le plateau, les gens vont mourir tous. Et on dit, mais les conséquences, c'est après. Maintenant, il faut sauver des vies. C'est pourquoi au Sénégal, les gens ont adopté ça. Israël a dit, mais si un pays comme la France ne peut pas, moi je commande le chloroquine, et ils ont commencé à traiter. L'Allemagne aussi. L'Allemagne et tous les grands pays du monde. Parce qu'on a compris. En attendant que les scientifiques se réveillent, ils ont dit 12 mois ou 6 mois. 18 mois, s'il te plaît. Donc, 18 mois. Donc, dans ces 18 mois-là, le virus est en train de propager. Et l'économie est en train de mourir. Le président Trump, maintenant, il a des difficultés avec le confinement. Beaucoup d'économies mondiales sont tombées. Aujourd'hui, le pétrole, c'est $15 les barils. Et donc, du coup, si on attend les scientifiques, on ne sait pas dans combien d'années ils vont nous trouver. Et la solution miracle est là. On ne peut pas attendre. Il faut soigner les gens maintenant. Et après, d'abord, il faut voir. Donc, si on revient sur le propos des scientifiques, des médecins, et surtout des big pharma, parce qu'il y a des milliards de dollars en jeu. Les États-Unis, ils ont mis 50 milliards de dollars pour les recherches. Ils voulaient même déjà prendre certains résultats venant de l'Allemagne. Les résultats est là. Les gens ne veulent pas les raccourcis de Dr Raoul, ils veulent utiliser cet argent. Donc du coup, on ne peut pas attendre. Et ils ont prédit même qu'en Afrique, il y aura 10 millions de morts. Ils sont surpris aujourd'hui qu'il y a une nette amélioration en Afrique. Donc, vous partez peut-être vite aussi au besoin en disant qu'il y aura 10 millions de morts et vous n'en avez pas encore. Parce que nous n'avons pas encore fait les pics. Qui a prédit. Non, l'OMS a prédit, Melinda Gates aussi, la dame de Bill Gates aussi a prédit qu'il y aura des morts dans les rues de l'Afrique. Il y a des jours, il a dit ça. Il y aura même l'OMS, même les autres scientifiques pensent que l'Afrique n'a pas encore connu le Covid totalement. Et on est encore un peu loin du pic. Les pics sera du scénario 15, catastrophe. Mais voilà, le scénario n'est pas encore exclu d'une part. Mais d'autre part, si la communauté scientifique, aujourd'hui, Raoul se permet d'utiliser le comprimé, personne n'est contre s'il a des résultats positifs. Parce qu'il a aussi une issue. Et cette issue de secours qu'il a utilisée. Le comité scientifique n'est pas du tout contre l'utilisation. Il est prudent. Il met des barrières. On vous dit, écoutez, vous utilisez, mais il y a des conséquences. Le temps d'étudier ces conséquences, ça va prendre du temps. Mais celui qui refuse d'attendre et que comme il y a des morts, les États sont souverains. Les Tchad l'utilisent. Les Tchad utilisent avec le premier cas, le Marocain. Oui, on utilise de la chloroquine et de l'azithromycine. Et ça marche. Ça marche ou ça marche pas, nous l'utilisons parce que c'est... Non, ça marche parce que Dr Didier Raoul... D'autre part, sur 1000 cas... Le complotisme. Oui. Le complotisme est une théorie très développée en Afrique. Pas seulement en Afrique, docteur. Excusez-moi, oui. La quérulence aussi. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens, quand un Tchadien meurt, il pense que c'est l'autre qui a tué. La quérulence, c'est quoi? C'est cet état psychologique selon lequel la personne est morte à cause d'une personne. Il n'y avait pas la mort naturelle, il n'y avait pas de décès pour une maladie, c'est l'autre qui a causé là. Ça, c'est la quérulence. On met tous nos fautes sur les autres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le complotisme, c'est quoi? C'est très bon, les théories de complotisme. Aujourd'hui, ils disent que c'est la Chine qui a fabriqué dans son laboratoire. Et la Chine accuse également les États-Unis. Maintenant, l'Amérique accuse la Chine accuse les États-Unis. C'est exactement ce qui est arrivé au sida. On disait que le sida a été créé par les Américains lors des vaccinations en prélevant des singes à Kisangani dans les années 50. Et la maladie était balkanisée, les prêtres ont eu des cas. J'ai des documentaires là-dessus qui prouvent que cette maladie-là n'est pas... Le journaliste qui a écrit ces livres de Kisangani avec l'invention des virus a eu des millions de dollars. Son livre s'est vendu à plusieurs millions. Un best-seller, tout à fait. C'est un best-seller. Pour créer des best-sellers, il faut jouer dans la partie la plus sensible. C'est la suspicion de l'homme. on fait réveiller les suspicions de l'homme. La société civile, c'est la même chose. La société civile aime les suspicions. Il a tendance à s'élever. Qu'est-ce qui prouve que Raoul a raison totalement? Raoul n'a pas tort, Raoul n'a pas raison. Mais le comité scientifique a besoin également de... Raoul a raison. Sur 1000 cas. Oui, mais il a raison dans l'immédiat. Dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il a au-delà de ce qu'il voit? Nous, on vit à l'immédiat. Justement, une société civile avertie ne doit pas vivre dans l'immédiat. Il doit également faire des projections. Attendez, moi en tant que responsable du programme de paludisme quand j'étais au programme, j'ai refusé à ce que les Tchadiens meurent dans 10 ans. Parce que dans 5 ans, s'il y a des résistances, je n'aurai plus de moyens pour sauver. Des milliers de Tchadiens vont mourir devant moi. Ça, je dois prévenir. La médecine, c'est la prévention aussi. La médecine n'est pas seulement ce que vous voyez aujourd'hui. Mais demain, si on trouve que la chloroquine est efficace, il n'y a pas d'effet secondaire, mais on va applaudir Raoul sera prix Nobel. Il n'a pas tort de le faire. Mais si demain,
Tous ceux qui ont pris de la chloroquine vont développer, je ne sais pas moi, des insuffisants rénales, des résistances, et que le Covid se mute encore et qu'il développe sa résistance vis-à-vis, ou bien même d'autres pathologies qui développent et que la chloroquine devient nocive. Mais Raoul va payer très cher. Mais il doit s'engager. Mais ne dites pas qu'il a seulement dans son estable des Maghrébins et des Africains. Aujourd'hui, on s'en fout des nationalités des gens. En science, on s'en fout des nationalités des gens. C'est la performance. La performance, l'efficacité. Aujourd'hui, les prix Nobel qui sont en Amérique sont parfois des Asiatiques. Si ce ne sont des Français naturalisés américains, ou bien des, je ne sais pas moi, des Chinois, ou bien des Pakistanais, ou bien des Indiens. Ce sont eux qui amènent les prix Nobel. Pourquoi? Parce que ces gens accueillent. Mais nous, au lieu de tenir compte de compétences, on regarde d'abord l'origine de la personne. D'où vient-il? Non, partout, dans les pays où les gens se sont développés, en prenant par même l'exemple de la France, notre métropole coloniale, mais regardez l'équipe de football de la France. C'est pas des gens on aime les Africains lorsqu'ils sont bien en football. Non, pas du tout. Mais on a vu en Ouganda lorsqu'on a envoyé l'avion, on cherchait tellement les blancs. Même au Tchad actuellement, sur le plan politique, sur le plan social, partout, quand quelqu'un émerge, d'abord on demande son origine. L'origine n'est pas importante. L'origine n'est pas importante. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la communauté? C'est ça qui est important. Mais Actu Covid-19, merci beaucoup. Actu Covid-19, merci à Amat Haroun-Lari, Société Civile, Dr Didier Ali Sougoudi. Voici ce genre d'émission que nous aimons, chers téléspectateurs. Et nous espérons que cela pourra vous donner, n'est-ce pas, le là par rapport à Actu Covid-19. Vous êtes sur Chat 24. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes là. Vous savez, c'est aller très vite. Je m'y attendais un tout petit peu. Nous avons un spécialiste qui ne se laisse pas faire, et je peux vous assurer que depuis ses débuts à l'école, même dans toutes les spécialités, c'est quelqu'un qui aime, n'est-ce pas, pousser dans la curiosité. C'est exactement comme notre métier. Si vous ne le faites pas, vous serez un tout petit peu en arrière, et cela suscite logiquement les débats, et nous espérons que nous sommes, n'est-ce pas, en train de vous nourrir à la maison. Nous allons passer à notre élément numéro 1 cet après-midi. On devrait même déjà le faire, mais bon, vous savez, on avait lancé notre intro, et ça un tout petit peu... merci beaucoup une fois de plus de nous suivre. L'élément numéro 1, c'est Luc Michel, qui par rapport à Actu Covid-19, vous souhaite depuis Liège, en Belgique, son bonjour, et vous remercie de votre fidélité par rapport à Chat 24. A tout de suite. Bonjour à vous, mon cher Moubarak. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission spéciale Covid-19 où la télévision Chat 24, dont je peux déjà vous confirmer qu'elle bénéficiera désormais de ma collaboration permanente, pour lequel nous expliquons aux masses tchadiennes, eh bien, toutes les problématiques liées au coronavirus, et en particulier, c'est mon domaine, je l'esquisse depuis le début de la pandémie, ce que l'on appelle la géopolitique du coronavirus. Il y a beaucoup de fausses nouvelles, de fake news, de désinformation. Il y a une véritable campagne de désinformation en Afrique dont le but est de désarmer les masses africaines et les États africains face aux enjeux géopolitiques du coronavirus. Eh bien, nous allons essayer d'expliquer tout cela, d'apporter à nos téléspectateurs une information vérifiée, d'où soient non seulement interdites mais expulsées toutes les fake news, les approximations et les théories des trop nombreux charlatans qui entendent surfer sur les peurs suscitées par la pandémie. Chat 24, nous revenons sur le plateau après l'élément de bonjour de Luc Michel depuis Liège en Belgique qui ici, n'est-ce pas, nous donne déjà le là par rapport à sa collaboration dans le cadre de Covid-19 les lundis. Il le dira également mercredi dans le cadre de Polémos. Et bien entendu, on va suivre avec Panafritude vendredi et Zapresse dimanche, en espérant qu'on aura le temps de mieux élargir la grille des programmes en français et en arabe de Chat 24. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes fidèles à notre émission et le meilleur reste à venir. Comptez sur nous, chers téléspectateurs. Une fois de plus, merci de nous honorer de votre fidélité et de votre présence. Docteur Didi Ali Sougoudi. Alors,
Est-ce que Luc Michel, ça dit quelque chose à docteur? C'est la première fois que c'est un internationaliste très connu, assez visible sur Afrique Média. Il a accepté de collaborer avec... Je le vois pour la première fois. Donc, il le dit même d'ailleurs, il faut diversifier son auditoire. Et ainsi pour toujours découvrir... Alors, il envoie ici dans son élément, n'est-ce pas, intro, il parlait du fait qu'il y a énormément de fake news par rapport au Covid-19. Il y a également des prédictions catastrophiques sur l'Afrique, on ne le voit pas. Le spécialiste sur ce plateau, Dr Didier Ali Sougoudi, nous demandait même d'attendre le pic vers le 15 mai. Alors, l'Afrique, nous n'avons pas les moyens de l'Europe en termes de couverture sanitaire. Est-ce que l'Afrique doit craindre le pire, docteur? L'Afrique doit craindre le pire, pourquoi pas? Parce que doit craindre également le pire ou non. Vous savez ce qui arrive dans l'avenir, c'est celle, les devins peuvent se les permettre de le faire. Exactement. Mais seul Dieu seul sait. Nous ne pouvons pas. Mais au vu de notre système de santé en Afrique, et au vu de ce qui se passe dans certains pays, dont le Cameroun, dont le Sénégal, nous n'arrivons pas à maîtriser la transmission. Et une fois que la transmission est non maîtrisée, il envoie de soi que le nombre de personnes vont augmenter. C'est pourquoi il faut être prudent de croire au pire que de dire que l'Afrique ne sera pas atteinte. D'ailleurs, au début, nous avons eu le premier cas, je crois, le 19 mars. À peu près. Mais bien avant ça, une semaine avant, au ministère même de la Santé, les gens se passaient une vidéo d'un chercheur ou d'un vétérinaire nigérien qui jure sur tous ses dieux qu'aucun cas de virus ne viendra à Niamey parce qu'il fait 40 degrés, 30 degrés, 35 degrés et il jure et tout le monde était content et unanime. Et moi je disais dans une réunion, je disais mais monsieur, ce monsieur n'a aucune vérité. Il parle seulement du soleil, le soleil est partout. En Chine il fait très chaud, j'ai été à Jiangsu pour faire la paludologie. Il fait une chaleur étouffante de 40 à 45 degrés. Je n'ai jamais imaginé que la Chine est aussi chaude. Et moi j'ai ressenti plus de chaleur au Tchad qu'en Chine. Donc ce n'est pas une question de chaleur, vous n'avez aucune preuve. Vous parlez de la chaleur tantôt, vous parlez de l'immunité des Africains tantôt. Mais pourquoi les gens craignent? Mais l'immunité des Africains, les gens craignent le pire. Ça peut être plausible avec c'est plausible, c'est plausible, ça a été démontré voilà, que les enfants par la chloroquine également que nous prenons depuis l'enfance. Exactement, pas seulement ça. Les enfants qui jouent dans les poubelles, les enfants de rue ne meurent pas de pathologies anodines comme mouraient les enfants d'un patron qui vit dans un milieu aseptisé. Ça a été démontré. Plus tu es en contact avec les jeunes, plus tu développes des anticorps. Ça c'est d'une part. D'autre part également, nous avons c'est vrai utilisé la chloroquine, mais la chloroquine on l'a retirée du marché tchadien depuis plus de 15 ans. Pourquoi? Pas simplement du marché tchadien. Parce qu'il y a une chloroquine résistance à Bongor et à Moussal ici en N'Djamena qui ne traite plus le plasmodium falciparum qui est le parasite du paludisme. On l'a retiré du marché. Aujourd'hui la chloroquine fait une virginité avec le Covid seulement. Exactement. On ne l'utilise pas encore, on ne l'a pas. Et depuis 15-10 ans, il y a des gens qui ne connaissent même pas la chloroquine. Attention. Bien que la Nivaquine se vend par le docteur Choukou et les marchands ambulants. Et c'est quoi les docteurs Choukou? Pour ceux qui ne savent pas. Docteur Choukou, c'est les Choukou et Jim, ce sont des gens de la rue qui ont eu ces noms. Jim peut-être quand il est d'origine du sud, ou bien Choukou quand il est musulman avec ses habits, en train de vendre, ce sont des profanes qui vendent des poisons. Je suis désolé de le dire sur votre plateau, mais je suis contre cette pratique. Mais peut-être, docteur, c'est du placebo, puisque beaucoup consomment et retrouvent la guérison. Qui sont retirés parfois des circuits officiels. Parfois, c'est des médicaments mal faits, fabriqués en Inde, au Nigeria, un peu partout. Dans des conditions... Parfois aussi, des médicaments qui n'ont aucun principe actif. Peut-être eux-mêmes, ils l'ont fabriqué dans leur office. Parce que dans certains pays, les gens les fabriquent même dans des maisons comme ça. Notamment au Nigeria. Les gens qui ne connaissent aucune pharmacologie. Pas de formation initiale. C'est comme si je me mets à animer une radio pour la première fois sans connaître ce que les tenants et aboutissants. Exactement, les tenants et les aboutissants. Tout à fait. Donc c'est pourquoi c'est dangereux. Et c'est l'expérience aussi. Mais les Tchadiens pensent que tu peux faire tout ce que tu veux, pas seulement les Tchadiens, beaucoup d'Africains. Mais il y a des pays qui ont complètement interdit et c'est illicite. C'est illicite. S'il n'a pas les moyens de vendre, l'intelligence de les vendre des médicaments. Alors on revient au Covid. Non, avant d'y revenir, docteur, il y a également un problème de moyens. Nous n'avons pas les moyens d'aller tous en pharmacie. Je sais, mais mieux vaut avoir les bons traitements que d'avoir des médicaments d'aventure. Parce que c'est aventureux d'aller vers ces médicaments-là. D'abord, vous ne serez pas traité. Parce que vous ne connaissez pas la posologie. Deuxièmement, vous allez aussi payer, vous perdez de l'argent. Troisièmement, vous serez rassuré inutilement. En pensant avoir pris le bon traitement, mais vous n'avez pas eu le bon traitement.
Et quatrième chose, il se peut que le médicament est toxique, ça va vous créer d'autres pathologies. Insuffisance rénale, insuffisance fulminante hépatique. Nous avons aujourd'hui des enfants de 30 ans, de 25 ans qui font des insuffisances rénales et vous êtes tous témoins. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on prend des paracétamol dans les rues, on prend n'importe quel médicament dans la rue et ça détruit les organes. Alors qu'en France, il faut avoir 70-80 ans pour faire une insuffisance rénale. Mais pourquoi? La faute revient à qui? Parce que ces médicaments, comme vous l'avez bien dit, c'est moins cher. Et même les pharmacies achètent ça. Les pharmacies achètent. Oui, mais c'est les pharmacies en Djamena qui vous avez raison, parce que dans la pharmacie, on a trouvé même des médicaments faux qui sont vendus. D'abord, l'État ne joue pas son rôle régalien. C'est l'État qui devrait jouer ce rôle. Exactement. Il doit participer à la mise à disponibilité des médicaments efficaces pour la population. La population est également bête. On lui dit de ne pas acheter, ils achètent, ils ont fait proliférer ces commerces-là. Je crois que la population est mal informée, pas bête. La population est très bien informée que ces médicaments sont mauvais. Mais cette population court vers ces médicaments pour les raisons qu'ils évoquent. Les prix, la fausse assurance. Parce que les gens sont assurés que c'est efficace. Mais l'État n'a pas pu. Mais ce sont des comportements des pays pauvres. Les pays russes qui ont des moyens interdisent. Ouais. Ça, c'est la législation aussi est appliquée. Dans un pays où la justice ne marche pas très bien, la police ne marche pas très bien, n'importe qui fait ce qu'il veut. C'est comme la boucherie. Les gens vendent de la viande des ânes, des chiens, on les a attrapés. Exactement, les gens, toutes les masses se sont dévorées dans même le système de santé est miné. Les systèmes de santé, les hôpitaux, les médecins que vous voyez, il y en a qui ont des faux diplômes. Il y en a qui ont fait des circuits tortueux pour venir. Il y en a qui vendent des médicaments à tort et à travers. Et c'est à l'État d'être régalé et appliquer la loi pour punir ces gens. Mais si ces gens sont protégés et vendent les médicaments devant même le portail des grands hôpitaux, sous la barbe de l'autorité publique, comment voulez-vous que la population s'abstienne d'acheter? Docteur, comment fait-on pour être reconnu officiellement médecin au Tchad? Il semblerait qu'il y a des faux médecins. Il y a votre coopération. Je vais vous dire mon parcours à moi. Je ne connais pas le parcours tortueux parce que je n'ai jamais fait. C'est clair. Mais mon parcours à moi, c'est que dès que j'ai eu mon doctorat d'état à médecine et j'ai prêté serment, le lendemain, je devais C'était en quelle année? En 2008. 2008. Oui, mais 2008. Quand j'ai soutenu et j'ai juré devant le jury, j'ai eu mon diplôme de doctorat d'état en médecine avec mention très honorable, félicitations du jury et tout ce qui concourt. J'étais major de ma promotion. Le lendemain, je suis parti m'inscrire à l'ordre des médecins du Tchad. Et ça se vérifie? Oui, moi, les miens étaient très faciles parce que le jury est là, les médecins ont assisté même à ma soutenance, tout ça. Mais toute ma promotion, c'est enregistré de la sorte. Exactement. Et celui qui vient faire la médecine au Tchad, il est professeur agrégé de Harvard ou de Marseille, même si Raoul vient aujourd'hui ici, il doit se présenter à l'ordre des médecins, il présente ses diplômes, ils vont vérifier à Marseille ou là où il a étudié. À l'ONEX, non, d'abord à l'ONMT. L'ordre national des médecins du Tchad vous donne l'autorisation de l'exercice de médecine au Tchad. Oui. Dans tous les pays du monde. En France aussi, l'ordre des médecins des Français vont t'autoriser à... Et les faux médecins, ça se passe comment? Je comprends pas. Maintenant, les faux médecins, on en a beaucoup même dans l'administration, parce qu'ils s'intègrent avec les faux diplômes. Les gens viennent avec des faux diplômes, ils s'intègrent. Au cours de contrôle, on découvre que le diplôme est faux. Ça, c'est d'une part. D'autre part également, et c'est très grave, les gens font des bêtises. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour le Tchad. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, un chirurgien, gynécologue, obstétricien qui opérait à Libreville au Gabon, avec une clinique hippée où il y a un blanc, toutes les populations gabonaises accouraient vers ces médecins. À cause du succès? À cause de son succès, à cause il a un diplôme de Suisse, etc. Il a opéré pendant 6 ans avec des résultats phénoménaux. Un jour, une femme meurt sur sa table. La première chose que le procureur a demandé, c'est son diplôme. Il n'est même pas médecin, il est quoi? Il est vétérinaire. Ouais. Il a appliqué la médecine des animaux qu'il a appris en Suisse ou à Louisiane pour appliquer en Afrique sur les personnes. Ce type-là a été condamné, il s'appelait, je crois, Michel Missou ou un truc comme ça. Vous allez trouver sur le net. Médecin, gynécologue, condamné, Gabon, etc. Vous allez trouver son nom et son histoire. C'est pour vous dire partout, il y a des faux types, des intrus qui arrivent à s'infiltrer. C'est la loi qui fait sa rigueur. Mais ici, vous arrêtez une personne qui est en train de faire des injections. Vous avez vu une dame qui faisait des injections à tous les patients. Oui. Cette dame-là, on l'a arrêtée, puis il paraît qu'elle a repris des services. Il paraît ou elle a... Parce qu'elle n'a pas repris du... Moi, je n'ai pas pu vérifier. Non, on va vérifier ça, parce qu'en principe... Il faut vérifier, faites votre expertise des journalistes d'investigation. Non, je ne pense pas, docteur, je vous le dis là, elle n'a pas repris du service, au contraire. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. C'est ce genre de personnes qui mettent des seringues pré-remplies, qui donnent à tout le monde. Vous venez,
Les gars de la rivière, moi je dis je viens, l'autre vient. Vous avez la même injection de ampicilline avec quel liquide on ne sait pas mélanger à tout le monde. Et la population pourra avoir des résultats. Tout le monde dit je suis guéri. Il y en a même des fibromes, ils disent docteur, c'est pas le placebo, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement psychologique. Parce que le somatique et le mental vont de pair. Exactement. Si vous avez cru à un traitement, même s'il n'y a pas le traitement, ça passe. Et ça, la médecine n'a jamais pu expliquer ce que vous appelez placebo. Mais si tu prends les bons médicaments avec les principes actifs qui soulagent, par exemple le paracétamol, la formule, on le connaît, la formule chimique. S'il y en a et que vous prenez, vous ne croyez pas, ça ne va pas vous soigner. C'est ce qui a été développé par Toby Nathan, qui est en France actuellement, il est en vogue. Il développe ce qu'on appelle l'ethnomédecine. La médecine liée à l'ethnie. Comment il a constaté? Il a vu que les émigrés maliens qui viennent des Cailles et de partout du Mali ou en France, quand on leur donne un médicament, ils ont besoin de faire un certain nombre de rites traditionnels. Ils font des trucs comme ça autour de la tête ou bien ils murmurent des choses avant d'avaler. Quand ils les arrêtent de faire ça, les symptômes ne disparaissent pas. C'est vrai, parce que certains Maliens sont obligés de dire Bismillah. Ils font des... Voilà. Ça marche. Il a dit que cette communauté, quand vous voulez les soigner, vous les prenez de façon holistique, dans son social, dans ses croyances, dans ses coutumes et ses us. Il ne faut pas occulter cela. Il ne faut pas dire que je suis cartésien, je viens appliquer mon paracétamol, tout le monde va guérir. Si vous lui refusez qu'il associe avec de l'eau, je ne sais pas moi, avec des taches, etc., il veut avaler, si ça ne lui pas, laisse-le faire. Exactement. Et le plasma a été vérifié pas seulement chez les humains, chez l'animal aussi. L'urticaire des chiens, les oreilles des chiens qui sont blessées, chez les chats, ça a été vérifié. Les chats, vous donnez à chaque fois quand il fait des plaies, vous lui donnez le comprimé losange par exemple jaune. Le jour où vous n'arrivez pas, vous prenez la farine de la maison, vous faites en couleur jaune, vous mettez un peu du jaune dessus, vous lui donnez les chats guéris. Comment vous expliquez cela? Il don't know exactly. Chers téléspectateurs, vous savez, la médecine est sérieusement avancée. Je ne sais pas si je devrais le dire oui, mais il y a toujours des complexités qu'on n'arrive pas à vous expliquer avec beaucoup d'exactitude. C'est pour cela que ce soit la société civile représentée par Larry ou le médecin Sogoudi, de temps en temps, vous constatez que chaque partie semble garder sa position. Le docteur qui, depuis le départ de cette émission, insiste sur le process à suivre par rapport au Covid-19, même si le docteur Sogoudi reconnaît, n'est-ce pas, les résultats du docteur Larry, mais se pose la question de savoir si effectivement d'ici quelques temps ça risque de ne pas produire l'effet inverse, auquel cas il prévient. Si ça marche très bien, pourquoi pas, ça pourra être honoré de quelques diplômes au niveau, ou de quelques honneurs au niveau international. C'est pour cela que nous avons mis en exergue cette émission Actu Covid-19 tous les lundis en après-midi. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes en notre compagnie. Nous sommes sur Tchad 24 et nous allons donc continuer avec l'élément bonus de cette émission, l'élément bonus qui vous explique, n'est-ce pas, cette complexité en 3D via les images 3D mises en phase par un médecin français qui a permis de mieux faciliter, n'est-ce pas, les traitements liés au Covid-19 et éviter de, comment dirais-je, de rentrer dans des ombres de la médecine. Ça a permis d'éclairer plusieurs lanternes, puisque cette maladie-là, pratiquement, en fait, le monde en a pris un coup, hein. Personne ne s'y attendait, et voilà. Donc, nous regardons l'élément bonus de cette émission, Actu Covid-19, et nous revenons à vous, chers téléspectateurs, tout de suite. C'est une plongée en 3 dimensions jusqu'au plus profond du thorax. Ces poumons d'un malade du Covid-19 sont mis à jour. Les bronches, ici, ces conduits qui transportent l'air venu de l'extérieur. Les bronchioles, plus petites encore, et ici en bleu, révélées par les logiciels du docteur Gomberg, des amas de virus, des nodules en verre dépoli, comme disent les médecins. Le virus, il emprunte les bronches, les bronchioles, et il se retrouve à l'endroit où il va gêner, c'est-à-dire au niveau des alvéoles et des échanges d'oxygène. Et ce radiologue spécialiste de l'imagerie 3D éclaire le diagnostic, car le virus se concentre ici, empêche le passage de l'oxygène dans le sang et génère des caillots. Les malades ne meurent pas toujours de pneumonie, mais bien souvent d'embolie pulmonaire.
Ces images-là révolutionnent le diagnostic. On perdait des malades parce qu'on pensait qu'ils faisaient une pneumonie gravissime, alors que les images de pneumonie n'étaient pas si gravissimes que ça, mais en fait ils avaient une embolie pulmonaire et on passait à côté de cette embolie pulmonaire, alors que le traitement c'est d'aller dissoudre le caillot, c'est donner des anticoagulants. Une imagerie qui pourrait permettre de réorienter les soins et d'avoir moins recours à l'intubation et à la réanimation, inefficace en cas d'embolie. Voilà, nous revenons sur le plateau de Tchad 24 après cet élément bonus, mettant en exergue, n'est-ce pas, les progrès. Comme je le disais tantôt, chers téléspectateurs, la médecine certes s'avance, mais tous les jours on découvre. Et cela permet, n'est-ce pas, aux médecins de mieux connaître les pathologies pour pouvoir apporter l'expertise et la solution idoine nécessaire. Je me retourne vers Dr Didi Ali Soudi. Alors, d'après cet élément, on s'en rend compte via la radiologie 3D, on arrive à plus d'efficacité pour trouver des remèdes, des solutions idoines pour mieux casser Covid-19 qui est en train de s'étendre, cette pandémie mondiale sanitaire. Oui, la radiographie 3 dimensions, ça a révolutionné un peu, c'est vrai, la vie des praticiens parce que ça apporte des éléments complémentaires dans le diagnostic et les radiologues sont vraiment nos yeux de l'autre côté des examens cliniques. Mais dans le cas d'ici, et je vous apprendrai qu'il n'y a même pas 48 heures, cette théorie même est mise en cause déjà. Déjà. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent qu'en plus de ce qu'on voit radiologiquement comme image, comme opacité radiologique sur le poumon de la personne après une radiographie, et en plus de l'intimité profonde des alvéoles, les alvéoles étant les dernières terminaisons du poumon, là où se font les échanges de l'oxygène, l'air qu'on expire prend du CO2, mais l'air qu'on aspire qui contient de l'oxygène va également s'échanger au niveau des alvéoles pour charger le sang en oxygène et décharger en CO2. Donc ces dernières chambres, ce sont les plus profondes. Si vous avez une chambre, c'est l'antichambre. Les dernières antichambres, c'est l'alvéole. Maintenant, ils disent que c'est au niveau de l'alvéole, il y a des emboles, des bouchons d'air qui sortent, qui partent également boucher les poumons dans ses propres irrigations, qui fait des embolies pulmonaires. C'est ce qu'il a expliqué. Maintenant, la théorie nouvelle, c'est quoi? Il dit que tous les anticorps, les substances du corps qui lui servent de se battre contre d'autres agressions extérieures sont retournées contre le propre corps. C'est comme si l'organisme s'auto-détruit. C'est par rapport à... Ça, c'est la dernière théorie qu'ils sont en train de développer, en plus de ce que vous avez vu aujourd'hui comme atteinte des alvéoles. Je vous apprends que cette maladie, elle est nouvelle. Elle est très rapide. Les gens sont dépassés et désemparés. Chacun veut donner sa théorie. Toutes les théories valent, mais toutes les théories aussi vont s'auto-éliminer. Jusqu'à ce qu'on comprenne la physiopathologie intime de cette pathologie dans les mois qui viennent. Donc ça peut prendre longtemps comme le sida? Ça dépend, mais non, c'est très rapide. C'est très rapide. D'abord. Et rapide en médecine, c'est combien de temps? Rapide parce que là, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué parce que on connaît déjà les virus sœurs, les cousins de Covid-19. Si Covid-19 a apparu, c'est un nouveau virus parce qu'il a fait une mutation et c'est à partir de décembre 2019 que ça a apparu. Bien avant Covid-19, il y a eu SRAS. Exactement. Vous avez parlé d'anthrax, non? C'est SRAS. C'est ces virus-là qui atteint de façon préférentielle également l'arbre respiratoire. Il y a le MERS, MERS, qui attaque également les bovins, les chameaux. Qui a apparu au Moyen-Orient, au niveau d'Arabie Saoudite, de la zone de Qatar, etc. Mais qui a été très vite Ce sont des virus qui sont cousins de ces virus parce qu'ils sont des identités, des similitudes génétiques. Similitudes génétiques, pas identiques. Par exemple, le SRAS, il est plus mortel. Il est plus mortel, mais difficile à se propager. C'est pourquoi il a fait 10 000 morts seulement. Exactement. Mais celui-là, il n'est pas si mortel. 80% des malades sont asymptomatiques. Il y a autour de 3 à 4, au maxi 5% des décès. Sur 100 personnes, 95 ne meurent pas. Ça veut dire qu'il n'est pas mortel, mais il est très difficile à contrecarrer. Il suffit de te serrer la main, de serrer une porte, vous ouvrez, ou bien vous laissez sur le support, il peut faire 9h, 14h de temps sur la table par exemple. Vous venez, vous touchez, vous allez infecter. Une personne éternue, ça peut rester en suspension 45 minutes, etc. Donc c'est plus facile à contaminer les gens. Et c'est pourquoi il s'est vite propagé
Et ça a créé toute cette psychose. Et que l'État, par exemple, a décidé de suivre le confinement. Exactement. Exactement. Et le confinement, c'est connu depuis l'Antiquité et même au Tchad, de façon traditionnelle. Une grand-mère me racontait qu'elle avait vécu pendant la période de la peste, ou plutôt de la variole, où les gens recevaient les repas au bout d'une perche. On prend un bois on attaque les repas, on tend. Nous sommes en quelle année, docteur, à peu près? Vers les 1940. Parce que les dernières épidémies, c'est 1937-1938 dans le Sahara et dans le Sahel. Et la variole a été éradiquée complètement à partir de 1975. Et c'est justement grâce à la vaccination qui est aujourd'hui combattue par certaines sociétés civiles et certaines populations qui pensent que la vaccination c'est pour stériliser les filles. Moi je suis un partisan de la vaccination parce que c'est le meilleur investissement. La variole faisait des millions de morts. Docteur, on a éradiqué la variole on a vu des richissimes être expulsés de l'Inde. Je souhaiterais tel un nom. Oui. Parce que la vaccination que ces richissimes américains, je ne prononce pas le nom ici, préconisaient, n'était pas correcte. Ils ont été... Non, on a vu dans ces... Ça c'est encore la quérulence à l'africaine. Vous n'avez pas les moyens de vérifier... Docteur, c'est sur Google. Ils ont été expulsés de l'Inde. Après vérification... Est-ce que vous lui avez donné le temps d'expliquer son innocence? En jurisprudence, les gars accusés doivent se défendre en prouvant son innocence, son alibi. Oui, mais si vous avez des cailloux aujourd'hui... La population pour chasser à coups de cailloux. Non, aujourd'hui il y a un problème parce qu'en Afrique, plus particulièrement en Afrique, beaucoup de nos médecins, honnêtement, ils sont pro-occidentaux. Pas du tout. Ils n'ont pas mis en place nos hôpitaux. Et au lieu de servir chez nous, excusez-moi, ils deviennent des assassins. Comment vous pouvez comprendre que 60 ans d'indépendance, jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas capables de créer nos propres vaccins? Et croyez-moi que tous les chloroquines, tout ce qu'on fabrique ici, ça n'entre pas en Europe. Et on a favorisé beaucoup de médecins, ils refusent que nous on achète les médicaments de l'Inde et de la Chine. On a vu avec Covid-19 que la France fabriquait ses médicaments en Chine. Et donc du coup, pourquoi pas nous? Si nous voulons sérieusement, parce qu'aucune firme internationale, ni les médecins occidentaux ne vont pas faire l'humanitaire chez nous. Exactement. Tous ces humanitaires ne sont pas. Pourquoi chez nous il n'y a pas ces laboratoires? Pourquoi nous on n'a rien? Et ces vaccins, honnêtement, la majorité, on a vu l'année passée, il y a quelques années, on a envoyé des vaccins là-bas, on a injecté sur les gens, ils sont morts. Et donc, où est passée l'enquête? Et si la société civile dénonce, parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'il vient, je suis sûr que ce Cogda ne maîtrise même pas, on ne vérifie même pas les vaccins qui viennent ici. Et donc, du coup, il y a un doute. Pourquoi la société civile, lorsqu'elle revendique, elle ne s'est jamais mêlée de ça? Si les prises de décision, pendant les prises de décision pour injecter tout ça, on injecte des milliards sur polio, mais pas sur les palis. On ne vous accuse pas, s'il vous plaît, on ne vous accuse pas de revendiquer plus que des raisons. Donc, au contraire, vous ne revendiquez pas assez. Je vous accuserai aussi de l'autre versant, vous ne revendiquez pas assez. La société civile. Oui, dans les pays où les sociétés civiles sont fortes, les gens réfléchissent à deux fois pour proposer même la bonne solution. Parce qu'ils doivent convaincre d'abord. Mais quand la société civile est faible, ou elle n'existe pas, ou quasiment pas, je suis très ravi de rencontrer Larry pour discuter avec lui. Oui. Et je lui suggérais d'avoir plus de personnes comme lui. Parce que, quelle que soit la bonne foi et la volonté d'un médecin, sans un peuple éduqué et sans une société civile agissante qui doit l'appuyer, nous sommes parfois désarmés. Exactement. La société, nous ne sommes jamais contre. Et également, nous sommes les médecins à l'image de la population et du pays que nous représentons. Le pays n'a pas de ressources, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de firme qui fabrique des médicaments. Qui vous a dit que nous aimerions utiliser les médicaments de la France? Aujourd'hui, la référence en ARV, en antibiotiques, c'est l'Inde et la Chine. Oui. Et justement, eux-mêmes, ils comprennent les médicaments là-bas. Pourquoi? Pas seulement le médicament, y compris iPhone. Oui. iPhone fait fabriquer ses machines là-bas. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est facile. Et la technologie, les gens les maîtrisent assez rapidement. Et justement, des pays comme le Kenya aujourd'hui, ou le Nigeria à côté, et peut-être demain, ou actuellement le Rwanda, mais ces pays sont en train de faire des efforts énormes. Ils arrivent à fabriquer des choses. Ils arrivent à faire gouverner, la bonne gouvernance sur les entreprises. Mais ici, dans mon pays, pas encore. On crée une firme, au bout de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, la firme est en faillite. Parce que, je me rappelle du SIPT qui fabriquait de la chloroquine vers le 2000.
SIPT, c'est une société de fabrication de chloroquine qui est située non loin du Sacré-Cœur. Pourquoi la firme est allée en faillite? Parce que le propriétaire criait et disait dans les journaux que dans un pays où les gens amènent de chloroquine à travers Kousseria, à travers le sud ou le nord du Tchad, par de la fraude, et ils mettent sur le marché 10 fois moins cher que ce qu'ils fabriquent dans des conditions extrêmement rigoureuses et contrôlées. Ce type va aller en faillite parce que la population va aller acheter la chose la plus moins chère, même si c'est inutile. C'est clair. Donc, il y a beaucoup de choses qui interagissent pour faire de la faiblesse du système sanitaire tchadien actuellement. Et tout le monde doit conclure, y compris la société civile, y compris vous les journalistes, moi-même médecin, etc. Et tous ceux qui nous écoutent doivent conclure pour que la médecine marche au Tchad. Ahmad Haroun Larry, docteur Didi, dit des choses. Oui, je suis d'accord avec lui, mais imaginez, lorsque les médecins qui nous soignent, les gouvernants, ils ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Et même ils se soignent ailleurs, en France. Mais bizarrement, on me demande en tant qu'un... coronavirus empêche maintenant... Maintenant, ils ne partent pas, ils doivent gérer ici. Et donc, du coup, maintenant, on est tombé. Moi, il y a quelques années, j'ai dit que mais, si nos hôpitaux sont bien équipés, si on a des bons médecins bien formés, qu'on croit en eux, parce qu'ils ont étudié ici. Mais et ils connaissent nos problèmes. Docteur Didier est formé ici. Et c'est pourquoi ils sont différents de ceux qui viennent d'ailleurs. Imaginez nos frères qui sont venus de Kiba, parce qu'ils n'ont pas certaines capacités ici. Parce que la médecine là-bas n'est pas les mêmes que les gens qui sont formés ici. Ahmad Haroun Larry, je connais un peu cubain, hein, mais attention, oui, mais les médecins là-bas sont des cracks. Je parle sous le contrôle du docteur Didi, hein, parce que certaines pathologies qui sont développées en Afrique et plus particulièrement au Tchad ne sont pas au Cuba. Docteur Didi Ali, les médecins venant de Cuba ne sont pas bien formés, peut-être j'ai mal compris. Non, pas du tout. Non, c'est relatif, il faut relativiser. Oui. En fait, il a très bien dit, il a très bien soulevé. Non seulement il ne raconte pas les pathologies qu'il devait raconter au Tchad, mais là-bas c'est la médecine préventive. Vous n'allez pas trouver une tuberculose avec des plis pleins dans les zones de déclive, ou bien dans l'abdomen avec une tuberculose étendue cutanée, ou bien un gars cachexique qui au soir de sa vie... Mais ça reste des Africains qui sont partis peut-être depuis 5-10 ans. Pas ça au Cuba. Oui. Le Cuba c'est la médecine préventive. D'abord l'hygiène. Avant de tomber malade, ils ont investi avant de tomber malade. Oui. Pendant 40 ans, le Cuba était sous embargo américain. Si. Mais ils ont fait le meilleur système sanitaire selon l'OMS. Pourquoi? C'est l'anticipation. Oui. C'est ce qu'on demandait au gouvernement tchadien. Oui. Aujourd'hui, les gens ont appris à laver, certains ont appris à laver les mains avec Covid, alors qu'ils devaient les faire depuis la nuit du temps, depuis toujours. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont fait infecter eux-mêmes. Pourtant, l'islam préconise. La simple hygiène de lavage des mains, ne pas balayer les maisons avec des poussières et tout ça. 80% des malades ne viendront pas dans les hôpitaux tchadiens. Et 80%, le budget est énorme. Sur les 100% des investissements, 80% les Tchad peuvent récupérer pour faire les puits, pour faire les écoles, pour booster la pour d'autres budgets. Ça, c'est d'une part. Les médecins qui viennent en revenons-en, et ils ont appris une médecine préventive. Mais c'est vrai, il y a des enfants qui ont des talents. Mais ces talents, il faut les développer en fonction également de l'environnement. Mais ils sont aujourd'hui qui les encadrent. Les gens pensent que ce sont des génies qui sont revenus de Cuba, des pays de Castro. Non, ils sont en stage. Mais non, ils doivent faire une année de stage. Ce sont des génies, ils ont réussi, ils sont venus. Ils ont réussi d'une part, mais d'autre part, la médecine n'est pas seulement statique, rabâcher le cours. La médecine est dynamique. La pratique, c'est quelque chose de bien différent. Okay. La médecine est très différente. La pratique médicale et les études sont très différentes. Parfois, les brillants étudiants, en théorie, ils valident sans coup férir leur examen. Mais dans la compassion, la prise en charge, l'approche du malade, ils sont nuls. Il y en a beaucoup, même le système français en a vu. Ils font ce qu'on appelle le numerus clausus. Les meilleurs étudiants, ce sont ceux-là seulement qui passent. Et c'est théorique. Ils ont une capacité de mémorisation énorme. Mais à la fin de leurs études, parfois ils sont des piètres médecins. C'est ça. Il y a un qui s'appelle Winker qui avait écrit un livre sur le système de formation de la France. C'est vrai, c'est élitiste. On prend les meilleurs, on les forme, ils rabâchent. Mais qu'est-ce qui prouve que ce type-là a la compassion? Il y en a qui sont des alcoolos, il y en a qui sont contre même les malades. Ils n'aiment pas les malades, en dehors de leurs études qu'ils ont bien fait. Et ça rend les gens orgueilleux. La médecine, c'est la compassion, l'humilité. Oui. Les gens orgueilleux, j'ai étudié, je suis sorti de Harvard, je suis sorti de Paris, je ne sais pas quoi. Mais à l'approche du malade, ils sont plus accessibles. Regardez aujourd'hui dans le système sanitaire tchadien. Ce qu'on n'enseigne pas aux médecins tchadiens, c'est quoi? C'est l'accueil du malade. Oui. La compassion, c'est ça. Hein, l'explication, il n'a aucun temps. Le temps que le malade s'assoit, il a déjà rempli les fiches des examens. Il n'a même pas examiné le malade. Plein de médecins font ça. Il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce qui fait les meilleurs médecins? C'est d'abord l'exigence de la population, mais également la politique nationale, qui doit être rigoureuse. Moi, je discute tout le temps, je dénonce des confrères qui me prenaient pour un ennemi, alors que je ne le suis pas.
Je veux que la médecine se passe selon les sacerdoces et les serments qu'on va faire réciter. L'amour du prochain, l'amour de l'indigent qu'il faut traiter, etc. Aujourd'hui, quel malade qui va vous soigner, aujourd'hui, même si vous pissez de votre sang devant lui, il passe. Ça, c'est pas un médecin, mais il élève. On risque, on peut même leur enlever leur diplôme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de punition. La rédivabilité. Les gens doivent être rédevables vis-à-vis de l'État qui les emploie, les médecins, vis-à-vis de la population. Les derniers diplômes là, ce n'est pas l'université qui vous donne, hein. C'est la population. C'est chaque malade que vous soignez qui guérit qui vous donne votre diplôme. Mais si vous voulez seulement faire l'orgueil et puis regarder et puis faire des trucs mécaniques, avoir de l'argent, et j'écrivais il y a 48 heures, je disais, n'importe quel idiot, n'importe quel bourricot, même un âne peut être médecin à force de ténacité. Oui. Ce qui fait la différence du bon médecin et du mauvais, du vrai médecin et du faux médecin, c'est le respect du sacerdoce et du serment pour lequel on a prêté, on a de la compassion pour ces malades, on se bat pour améliorer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cliniques IP, qui ont fait beaucoup d'argent, mais qui ont laissé mourir des patients. Au moment où ils devaient faire la garde, ils ne sont pas venus. Je préfère m'arrêter là. On va passer à l'élément numéro 7 de cette émission. Merci à Dr Didier Ali Sougoudi. Sa présence nous éclaire et permet, n'est-ce pas, Amat Haroun-Larry, avant qu'on ne passe à l'élément 7, ce que oui, je suis parfaitement d'accord avec Dr Didier parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de patients ici qui quittent le Tchad. Une fois à Yaoundé, directement ils guérissent. J'ai demandé à un médecin à Yaoundé, il me dit, mais on est bien formés avec les mêmes Tchadiens, on a étudié ensemble, mais pourquoi vous venez ici? Après, je lui ai fait comprendre que non, les gens n'aiment pas là-bas parce que les gens ne les prennent pas en charge. Directement, il me fait comprendre que c'est psychologique. Nous ne sommes pas mieux formés que les Tchadiens, mais le problème, c'est que les gens ne croient pas. Et si tu ne crois pas, c'est un problème. Au Soudan, les gens partent et ils disent qu'ils sont guéris même dans les petits provinces. Mais les Soudanais ne sont pas bien formés que les Tchadiens. Mais donc, comment tu peux faire comprendre à la population, et je suis parfaitement d'accord avec lui lorsqu'on dit que la politique nationale. Et nous, on a un problème au Tchad, sérieusement, avec nos dirigeants. Si vous commencez à dénoncer, on vous prend comme ennemi. Et c'est que le docteur Jidé est étiqueté de tous les ennemis. Tout simplement parce que tu dénonces. En réalité, on a besoin de s'asseoir ensemble, de discuter de ce qui ne va pas. On améliore ensemble. Si on arrive à organiser notre système sanitaire, nous on va être les meilleurs. Les Kiba, avec l'embargo, Fidel Castro n'a réussi qu'à organiser la médecine. Et s'il y a un problème, il envoie que les médecins. Et les médecins lui régènent beaucoup d'argent. Actuellement en Italie, hein, ils sont c'est la même chose. Ouais. Et géopolitiquement, ça montre beaucoup de choses. L'Italie, l'Union européenne n'arrive pas à l'aider. Et c'est Kiba qui envoie. Les Kiba qui mettent toujours sous embargo. Et c'est Kiba qui vient sauver. Même aux États-Unis, les Kiba partent. Donc du coup, qu'est-ce que nous on veut? Nous on a les meilleurs médecins ici, on est au cœur de l'Afrique et on a les moyens de former des gens. Et pourquoi on ne profite pas pour donner des moyens à nos médecins pour qu'ils soient le fruit même de notre système sanitaire? Et donc avec ça on peut vendre nos médecins, on peut accueillir d'autres parce que si vous voyez le nord Nigeria, le nord Cameroun, l'est, à Maroua au lieu de partir à Yaoundé, N'Djamène est très proche. Et si on a bien organisé, les hôpitaux, on a bien construit et on a les médecins qualifiés qui sont là, mais on va gagner beaucoup d'argent. Exactement. Élément numéro 7. Dans le cadre d'Actu Covid-19, nous sommes sur Tchad 24, bien entendu. Et l'élément numéro 7 va mettre un peu... vous allez suivre, hein, ça pousse un peu le Rubicon et je vais me permettre de me retourner vers le médecin sur ce plateau parce que ce n'est pas toujours évident de l'admettre et de l'accepter. Mais la personne qui le dit est également terriblement flirtée avec la médecine, même si actuellement la personne fait dans le marketing international. Mais bon, suivons cet élément et puis vous allez, chers téléspectateurs, avec nous, en décider ensemble. Élément numéro 7, Actu Covid 2019, à tout de suite. Bonjour les amis, alors regardez bien. On va écrire sur une feuille Corona, Co-ro-na. A, B, C. Le C est en 3e position dans l'alphabet. Le O en 15e. Le R en 18e. Le O en 15e. Le N en 14e position. Le A en 1re position. Quand vous faites le total de tous ces chiffres, nous avons 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 666. La marque du diable. Alors restez chez vous. Restez chez vous. Ce sont les signes. Nous revenons sur le plateau après l'élément numéro 7. Vous savez, planter le décor de cet élément,
comme je le disais tantôt, quand j'ai un tout petit peu fouiné, elle a fait pratiquement 4 ans de médecine. Elle a glissé sur le conseil de son grand frère aîné. Elle s'est retrouvée dans le marketing international. Et c'est comme ça, en famille, en discutant, l'idée a germé. Et puis bon, elle a décidé de le révéler comme ça au monde. Je me retourne vers le médecin qui, lui, est scientifique, cartésien, c'est-à-dire chez lui 1 + 1 = 2. Docteur Didi Ali Sougoudi, ça tient la route, ce genre de démonstration? D'abord, il faut rappeler le 666. Oui. Exo dit comment, je ne sais pas, phobie. Oui. C'est la paire de 666. C'est comme toutes les névroses médicales dans le système de santé. En psychiatrie, on parle de névrose. Il y a la phobie. La phobie, l'agoraphobie, les gens qui ont peur de l'espace, de claustrophobie, l'espace fermé, les gens qui ont peur de foule, il y a des gens qui ont peur du noir. Donc la phobie en général, ça se définit en médecine comme étant avoir de la peur pour quelque chose qui n'est pas nuisible. Comme la phobie de l'avion. La phobie de l'avion. Oui. L'avion ne va pas cracher, mais tu as peur. Il y a des gens qui ferment dans une maison, ils ont peur. Exactement. Là, je peux expliquer. Un enfant avant 10, 11 ans, peut-être il peut avoir peur des chambres vides, etc. Ou bien un milieu trop vide, mais une personne adulte qui doit comprendre que son environnement n'est pas nuisible, n'est pas dangereux, mais il en a peur, c'est ce qu'on appelle la phobie. Alors, le 66, c'est le chiffre des diables. 666. Voilà, 666. Oui. Le 666 est le chiffre des diables selon, même dans l'église, un peu partout, c'est reconnu. Chrétienne, etc., un peu partout dans le monde. Bon, dans le monde musulman, on ne le connaît pas. Pas du tout. Mais dans le monde catholique, chrétien, romain, grec, etc., les 666 inspirent de là. Mais tout ce que je trouve en cette dame-là qui est en train de faire, c'est qu'il a eu le génie de trouver seulement une façon de trouver le 66. Si le 66 ne le guidait pas, pourquoi il doit faire les calculs? D'abord, elle avait pensé à trouver ça. Ouais. Et la méthode qu'il va trouver, il a réfléchi. Elle est juste un petit génie de mathématiques, mais n'a rien à voir avec le coronavirus. Par contre, autour du coronavirus, on en a longtemps parlé et beaucoup de choses. Le coronavirus non seulement fabriqué par tel ou tel individu, etc. Mais le coronavirus est également, dans le milieu musulman, ils disent que c'est le waba. Le waba, c'est quoi? C'est une malédiction envoyée par Dieu qui ne va pas atteindre les musulmans. C'est ce qu'on m'a dit, mes cousins, mes amis qui m'appellent. Mais c'est un chèque en Afrique, docteur. C'est arrivé, il me dit que tu es musulman, tu peux confirmer. J'ai dit, écoutez, même la Mecque a été fermée à cause de ça. Donc, allez demander à la Mecque. Moi, je ne suis pas marabout. Mais docteur, c'est un marabout, justement. Oui. On prétendument dit que les musulmans sont immunisés contre... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si. La seule chose qui peut protéger les musulmans, c'est qu'on a 5 ablutions par jour. C'est l'hygiène. On se lave 5 fois par jour pour les ablutions. C'est la seule chose cartésienne que je peux confirmer. Même le prophète que le musulman peut se protéger parce qu'il se lave tout le temps les mains. Ouais. Hein? Ça, c'est d'une part. Par contre, on a également trouvé aussi, dans certains cancers de l'anus, puisque les musulmans utilisent de l'eau pour se nettoyer le fondement. Exactement. Ils ne font pas trop de cancer par rapport à d'autres communautés qui n'utilisent pas les sacanes. Il y a une prolifération de microbes qui ont des substances cancérigènes qui laissent tout autour de l'anus qui provoquent des cancers. Ça, c'est des études comparatives qui ont prouvé que les toilettes, d'où la propriété. En fait, la religion musulmane avait recommandé il y a 14 siècles ce genre de traitement. Je ne suis pas venu pour prêcher, mais pour se laver les mains, pour être propre, ça vous protège contre beaucoup de maladies. En dehors de ça, musulman ou pas musulman, catholique ou judaïste ou shintoïste ou je ne sais pas, n'importe quel que soit votre religion, le virus du Covid ne connaît pas de religion. D'ailleurs, il est même un bon prophète pour moi de l'hygiène. Parce qu'après Covid, je suis sûr que les mentalités tchadiennes auront changé et j'aurai acquis beaucoup de patients qui ne seront pas venus. Et le Tchad aura eu de gains parce qu'on a su instaurer un système d'hygiène. Et c'est cela qu'il fallait mettre même avant Covid. Par contre, ça explique le paradoxe d'Erickson. Erickson dit quoi? Erickson avait remarqué que son père voulait mettre un âne dans une étable. Quand il tire, l'âne résiste. L'enfant a vite compris que l'âne a l'habitude de résister. Donc il est parti tirer la queue de l'âne. L'âne est entré en voulant résister contre l'attraction de la queue. Sans se rendre compte, il est entré dans une étable. C'est ce l'effet qu'on cherchait. Mais pourquoi l'âne, au lieu de tirer vers l'avant, on le tire par derrière? Parce que lui, il résiste, on a compris sa psychologie. La morale de la chose, c'est quoi? L'effet Erickson, quand tu veux quelque chose, il faut faire le contraire de la chose. Aujourd'hui, Covid est venu, il nous tue. Tout comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont provoqué le respect des droits de l'homme. C'est ça l'effet Erickson. Il fallait faire le contraire de la chose pour avoir les résultats escomptés. Aujourd'hui, Covid est venu nous tuer en masse, mais ils nous ont appris
les règles d'hygiène qu'on devait appliquer depuis toujours et avant Covid. À quelque chose, Covid est bon. Moi, je ne parle pas de religion parce que pour moi, si je suis au plateau, je n'aime pas parler de religion parce que les religions. Docteur Didier a expliqué l'hygiène, mais moi, ce qui m'a surpris l'année passée, j'étais au Japon. J'ai vu, il n'y a pas un peuple qui respecte l'hygiène comme les Japonais. Ils utilisent toujours les masques. Tout à fait. J'avais demandé pourquoi vous utilisez les masques. On me fait comprendre que non, les masques, c'est on ne veut pas que les salives et autres, que les autres voient. Donc on ne veut pas être devant. Et à chaque temps, il ne faut que purifier avec l'eau. Ce qu'il dit, c'est quoi? L'eau est pire. Et il faut purifier le corps et l'âme. Il faut toujours être propre. Mais bizarrement, je me rends compte que les Japonais aujourd'hui, ils sont attaqués par le corona. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses. Et en plus de ça, concernant les cheikhs qui ont commencé. Aujourd'hui, si la majorité des pays ou la majorité des musulmans sont attaqués parce que beaucoup de 90% des cheikhs ont fait des fausses informations, ils ont transmis les fake news pour dire que non, c'est les Chinois qui tuent les musulmans là. C'est comme ça que Dieu, le Wabala est parti tomber. Et au Tchad, plus particulièrement, les gens ont distribué sur WhatsApp partout que ça n'atteint pas les musulmans. Et c'est pourquoi dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan et autres, là, les gens commencent à souffrir. Et donc maintenant, ils ont compris et tout le monde commence à respecter l'hygiène et surtout les distances. Donc, dans ce cas, moi, je crois aux scientifiques, je crois aux médecins, je crois aux autres sciences, parce qu'aujourd'hui, c'est la multidisciplinarité. Les pays qui ont pu faire quelque chose, c'est ceux qui ont impliqué tout le monde, sans exclusion. Les différents hommes de sciences, sciences sociales, sciences exactes, tout. Mais si on exclut seulement certains, et on commence à travailler parce qu'il y a quelques intérêts, le Covid ne connaît personne, il va tuer même les médecins. Donc, au Tchad, selon certaines informations, que certains médecins ne sont pas bien protégés. Donc, il y a beaucoup de choses. En réalité, nous, on doit respecter les consignes des scientifiques, surtout plus particulièrement des médecins qui sont là pour garantir notre sécurité sanitaire. Donc, si on respecte tout ça, diable, je n'ai jamais vu. Donc, on croit seulement. Donc, c'est la croyance. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que je crois à la science. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chose qui va me sauver, c'est la science, rien d'autre. Donc, docteur, quel est actuellement les résultats de cette pandémie mondiale? En Afrique, il y a eu à peu près combien de morts? En Europe, en Amérique? À la fin de cette semaine dernière, on a eu autour de 17 248 cas en Afrique, autour de 910 décès, ce qui fait un pourcentage de mortalité de 5% environ. C'est assez élevé par rapport à d'autres pays comme la Chine où ils ont 3%, etc. Donc, mais on est encore au début de notre Covid. Parce que nous, on avait bénéficié de l'expérience des autres. D'abord la Chine, ensuite la France, l'Italie, l'Espagne aussi. L'Espagne, etc. Ce sont ces pays qui en souffraient. En ce moment, nous avons pris aussi des précautions pour interdire, pour l'accès, etc. C'est le fait que la maladie a commencé ailleurs nous a permis de nous préparer, entre guillemets, même si notre préparation laisse à désirer. Tout à fait. Par contre, les gens pensent, et on n'a pas peut-être bien répondu à la question selon laquelle il y a des prédictions qui sont macabres ou très lugubres dans l'avenir. On n'a pas encore tous les cas. On n'a pas encore tous les points, on n'a pas encore atteint les pics. Si on arrive à confiner tout le monde et à contrôler, les frontières ne sont pas poreuses, on espérerait qu'on allait contrôler. Mais au vu de ce qui se passe actuellement et la porosité de nos frontières, on avait un marabout, un derviche qui a sillonné tout le Cameroun, qui a sillonné tout le sud du Tchad, N'Djamena, Nigeria, jusqu'à Abéché. Il a contaminé 3-4 personnes. Imaginez-vous une telle personne, et ça c'est la seule personne qui est tracée. N'en parlons pas des autres Tchadiens qui entrent en fraude, en pirogue, un peu partout. Donc, tant que notre pays voisin, également le Cameroun, il y a encore des cas qui augmentent, nous croyons que nous devons être très vigilants. Très vigilants. Et s'attendre au pire aussi. Et l'Afrique du Sud, le Sénégal, tous n'ont pas encore dit leur dernier mot, même si la mortalité en reste faible. Mais dans la totalité, la mortalité est de 5%. Pour moi, c'est un peu élevé par rapport aux autres pays. Mais le jour où les cas vont augmenter par centaines, voire par milliers par pays, c'est possible, docteur. C'est fort possible. Parce qu'en tant que scientifique, rien ne toutes les hypothèses ne sont pas exclues. Vu le comportement du virus, vu le comportement de la population, vu la porosité et tous les facteurs qui concourent à une propagation d'une telle maladie, je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Mais dire que c'est possible, pourquoi les gens ont peur de le dire? Parce que les gens veulent rassurer aussi la population. Il n'y a pas de panique, les gens ont très bien compris. Je disais même ironiquement que tous les Tchadiens sont devenus des virologues.
tellement il décrit bien Covid que tout le monde sait qu'est-ce que c'est Covid. C'est la maladie la mieux connue actuellement et la bien décrite. Mais les pires peuvent venir parce que une crainte qui m'habite, c'est la vulnérabilité de nos installations hospitalières. Aujourd'hui, s'il y a 100 cas, on est dépassé. On ne parle que de 38 lits pour 15 à 16 millions de Tchadiens. Sur les 38 lits, peut-être 16 sont fonctionnels avec respiratoire. Ou 6 plutôt. 6 à Farcha, 8 à l'hôpital de la Renaissance, autour de 15-14 lits qui ont des respirateurs. S'il vous plaît, on est en train de parler d'une maladie qui va attaquer des millions de Tchadiens ou de plusieurs centaines de milliers de Tchadiens, où on parle de 36 lits, tout bêtement, qu'on a des lits privés. Non. Les gens qui ont 5000 lits de réanimation, comme la France, ont été dépassés en quelques semaines, en quelques jours, je dirais. Docteur, le confinement, prenons l'exemple de la France. Peut-on appliquer ce même système de confinement? Ça aussi, c'est un autre drame. Actuellement, il y a des manifestations vers le Niger, vers Niamey, vers Bamako. Je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas bien suivi les informations. On ne peut pas confiner une population qui vit au jour le jour. Je sors le matin pour trouver le massarif, ou bien ne serait-ce que mon pain du jour, oui, ou bien mon fangassou, ou bien mon beignet du jour. Les jours où je sors dans les heures qui suivent, je dois chercher ça. Et c'est 80% des Tchadiens sont comme ça. Oui. À ces peuples, vous lui demandez de se confiner combien de temps? Et quelle sera sa réaction? De toute la manière, une mort ne dépasse pas une autre. Mourir de Covid ou mourir de faim, c'est la même chose. C'est clair. Donc les gens vont sortir pour chercher à manger, ils vont braver ce confinement. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, les ressources de l'État. Est-ce que l'État est capable de distribuer des vivres, comme l'aura fait par exemple au Rwanda? L'État, le président de la République venait de mettre à la disposition. Exactement. Nous devons compter sur certains nombres. Nous sommes en période de récolte. Oui. Une saison de pluie profile dans les 2-3 mois, c'est vrai. Au sud, il commence à pleuvoir. Mais nous avons également les plus grands bétails. On peut peut-être mobiliser la viande et tout ça pour calmer les gens. Mais quelles sont les routes? Quelles sont les ressources à mobiliser? Où sont les voitures? Etc. Il faut se préparer au tout. Il ne faut pas dire que les médecins doivent aller soigner. Il faut soigner tout. La prise en charge, la réponse contre le coronavirus est holistique. Le terme holistique désigne toutes les méthodes sociales, sécuritaires. Les gens affamés vont voler, vont tuer des gens. Il y aura la criminalité qui va monter. Les gens affamés vont sortir dans la rue pour protester. Il y aura des instabilités politiques, etc. Tout ça, il faut prévoir. Et c'est que il faut nourrir ces gens-là. Et il faut également protéger les gens contre les autres maladies. Donc avant de me retourner vers la société civile, Larry, ici, une dernière question, après je reviens vers Larry. Dans quelques jours, je dirais même dans quelques heures, le Ramadan va commencer dans plusieurs pays à travers le monde. Comment cela va se passer quand nous connaissons, pour ceux qui ont voyagé, quand nous connaissons comment est-ce que l'islam, le musulman, fait son Ramadan? Est-ce que c'est possible que ça se passe bien dans ces périodes de confinement? Qu'est-ce qu'on privilégie? Le Ramadan? L'état de santé? Comment cela va se gérer tout ça avec les moyens difficiles, criardes que nous vivons? En fait, le Ramadan, normalement, c'est une période même de confinement, même avant Covid. Parce qu'il ne faut pas aller causer, aller faire des dérapages, avoir des péchés, etc. Mais le soir, nous sortons. Par contre, le soir, les gens se retrouvent pour manger ensemble. Voilà. Ça, les méthodes vont changer. On ne va pas puiser dans une même cuvette la soupe ou bien, je sais pas, la bouillie. Il ne faut pas utiliser les mêmes louches, etc. Les mêmes cuillères. Et il ne faut pas aussi faire des festivités en masse comme les gens font religieux. Ça aussi, c'est proscrit. Par contre, chacun, c'est comme la prière. On n'a pas interdit la prière, on a interdit le rassemblement de plus de 50. Tout à fait. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'aspect mystique, religieux, la portée de le Ramadan, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je suis médecin. Je dois parler du comportement du virus et du comportement des personnes vis-à-vis. Mais je pense que ça ne contre-indiquerait pas la prise de Ramadan. Par contre, le Ramadan, en période de Ramadan, on a toujours senti que le prix des denrées monte en flèche. Et associé à un confinement, ce serait très difficile pour le musulman de faire le Ramadan. Mais les cheikhs, les mouftis, doivent décider de ce qui doit se passer dans les 30 jours qui vont profiler dans les 3 jours. Et là, on saura comment les gens vont s'adapter. Par contre, le pèlerinage, les petits pèlerinages qu'on appelle la Umrah, qui se passe pendant la période de Ramadan, est annulé. On ne peut plus aller en Arabie Saoudite. Peut-être même les grands pèlerinages après les 2 mois après le Ramadan seront annulés. Ça, c'est ce que j'ai appris selon les informations, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des attroupements. Je vous apprends qu'en religion musulmane,
le confinement est presque consacré. On dit dans la religion musulmane qu'il ne faut pas se rendre dans une ville infectée ni n'en sortir. C'est ce que certains de religions n'ont pas respecté. Tu n'as pas droit à entrer dans une ville infectée. Tu n'as pas droit à sortir. Si tu le fais, tu es condamné, tu es condamnable. La religion condamne. La religion aussi dit d'utiliser les méthodes scientifiques et médecins. Le prophète Mohammed faisait recours à des médecins juifs. Et un jour, un monsieur est venu avec un chameau, il n'a pas attaché le chameau, il courait pour venir vers le prophète. Le prophète a dit, attache ton chameau. Pourquoi tu n'attaches pas le chameau? Il a dit, je confie à Dieu. Le prophète lui a dit, va, attache et confie-en en Dieu. Parce que s'il ne l'attache pas, l'animal va fuir. Exactement. Mais exactement, vous ne devez pas aller à la mosquée si on vous dit que et puis le respect de l'autorité. C'est consacré également dans la vie. Même si on vous met votre enfant comme autorité, vous devez le respecter parce qu'il n'est plus votre enfant, il détient une autorité. Donc quand l'autorité dit, je vois des gens qui font des appels, ils font des prières dans des petits groupes, dans des petits mosquées, qu'il faut arrêter, etc. Et j'espère que le ramadan va bien se passer. Entre-temps, il faut mettre les moyens pour protéger. J'ai oublié d'évoquer quelque chose de très capital, c'est que les personnels soignants ne sont pas très bien protégés. Est-ce que le personnel soignant également peut suivre en matière de formation et d'information? Parce que les formations se font, etc. Et nous ne sommes pas sûrs que ça se fait dans les meilleurs délais. Et on aurait dû faire ces formations, des simulations avant que le Covid ne vienne. Un État, ça se prépare. On ne dort pas jusqu'à ce que le faux entre dans l'enclos pour dire... Le Covid a surpris le monde entier. Comment est-ce qu'on peut anticiper? Le Covid a surpris le monde entier, mais pas le Tchad. Parce que quand le Covid faisait ses dégâts en Chine et venait en Europe, etc., nous avons déjà le temps de former les gens. Parfois, les moyens manquaient ou bien les moyens n'ont pas été mobilisés à temps. Moi, je suis contre les discours politiciens et le militantisme pour des uns qui veulent s'afficher à la télé pour dire que nous sommes en train de faire ça. Faites les choses, même sans médiatiser, mais dans le bon sens. La médecine, c'est le bon sens. Ce n'est rien d'autre que le bon sens. Vous criez sur tout le toit qu'on maîtrise la situation, mais aujourd'hui, plus de 9 personnels laborantins sont infectés. Comment c'est venu? Si la personne qui prélève s'infecte, c'est que le drame est très grand pour les personnels soignants. Ils ne sont pas du tout préparés. Un laborantin, normalement même dans la vie courante, dans son exercice de médecine, c'est la personne la plus avisée parce qu'il manipule tout le temps des micro-organismes. Les virus, les bactéries, les fongiques, les mycoses, les champignons, tout ça, il les manipule tous les jours parce que c'est son milieu de travail et il doit prendre des précautions. Mais si le Covid, que même les personnes peuvent éviter, les personnes non formées peuvent éviter avec les masques, un laboratoire s'infecte, il y a deux niveaux de manquement. Soit il n'est pas très bien formé, soit il n'a pas les moyens. Et justement, beaucoup des hôpitaux n'ont pas de moyens aujourd'hui. On doit le dire, la société civile doit le dire, l'ordre des médecins, les CIMET, les synthèses, nous sommes en train de revendiquer cela. Il ne sert à rien de faire de bruit politique. Il est temps de protéger les personnels pour mieux contrecarrer le Covid. Ahmad Arounlari, société civile. Je suis parfaitement d'accord avec le Dr Djidi parce qu'en réalité, on doit être ensemble. Parce que la vie de nos personnels soignants dépend des moyens qu'on lui donne. Aujourd'hui, honnêtement, nous sommes choqués parce que la société civile, depuis, ils revendiquent de rencontrer le comité de veille, revendiquent leur implication dans la gestion de ces crises, mais honnêtement, ils ne sont pas impliqués. Et ils ne sont pas impliqués, ce qui fait plus mal. Imaginez lorsque vous avez parlé de Ramadan, on commence à distribuer des vivres. Je vois certains amateurs à la télé qui viennent seulement donner 2 coraux de riz, 2 pâtes et un bidon d'huile à 1000 francs là. Donc du coup, comment quelqu'un qui peut donner à une personne ça, le prix ne coûte même pas 5000 francs, et tu amènes à la télévision pour dire que non, on a donné aux gens parce qu'il faut distribuer. Du coup, les gens ne sont pas sérieux. Si vous calculez les gens, cette année, il n'y a pas Umrah. Et chaque année, au moins 5000 Tchadiens qui vont partir à Umrah et Hajj. Si vous donnez 1 million seulement, vous distribuez 50 000, vous allez donner à 20 Tchadiens. Donc, on n'attend pas l'État. Il faut que chacun met les mains dans les poches pour donner l'argent de Umrah, il faut donner. Et du coup, encore, il y a un autre problème. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on n'implique pas la société civile, chacun de nous fait ce qu'il fait de l'autre côté. Ce n'est pas comptabilisé. Le comité de veille, je ne sais pas, il travaille avec certaines personnes dans leurs compétences. La société civile, les partis politiques, et ici, moi, j'accuse les partis, on a 300 quelques partis politiques, et ils ne font pas leur travail de sensibilisation et de formation de leurs militants.
Normalement, même les partis politiques doivent se mobiliser parce que c'est un drame national. Et ce drame ne doit pas être seulement l'affaire des médecins, l'affaire du gouvernement. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Y compris les marabouts, les pasteurs, les prêtres. On doit mobiliser tout le monde pour qu'on fasse chacun de nous dans son village pour expliquer. Aujourd'hui, honnêtement, je vous dis, je suis sur le terrain et je vois ce que les gens font. La population, jusqu'à nos jours, la majorité ne croit pas à ces virus. La majorité ne croit pas. Pour eux, ils disent non. Il y a 15 milliards seulement que l'OMS va envoyer. Il y a l'argent, le gouvernement va prendre. Ils ne croient pas parce que l'information ne passe pas. Ne circule pas. Et oui, pour que l'information circule, il faut impliquer les gens. Il faut donner les moyens. Ce n'est pas les moyens financiers. C'est seulement impliquer ces gens-là dans les prises de décision. Et là, on dit souvent, si moi je ne suis pas impliqué, ça veut dire que ça me concerne. Je ne me sens pas concerné. Je me sens pas concerné. Et si je ne me sens pas concerné, je n'ai pas d'information. On voit seulement certaines personnes, comme il a bien su dire, ils viennent à la télévision, c'est politicien. Et ce drame n'a pas besoin de politique. C'est un drame et beaucoup de gens ont fait comme leur fonds de commerce. Fonds de commerce, je vois certains opposants qui commencent seulement à insulter le gouvernement, vous n'avez pas fait ça. Mais qu'est-ce que vous proposez? On veut des propositions sincères et chacun de nous doit s'imposer. Lorsqu'on me dit sur Facebook, à la télévision, il faut voir combien de Tchadiens ont accès à Facebook. Combien de Tchadiens ont accès à la télévision. On n'a pas accès. Et comme il a bien dit encore, il dit, si les gens n'ont pas mangé, on va créer d'autres troubles. C'est pourquoi le Quai d'Orsay a écrit aux différentes ambassades en Afrique pour dire qu'il y a des régimes fragiles. Il faut faire très attention parce que si on commence à confiner les gens vont sortir. Et l'actualité internationale nous montre clairement qu'aujourd'hui le président Trump appelle le peuple américain à se libérer des États qui ont le confinement. Pour lui, le confinement tue l'économie. Et on doit faire tout, on doit résister. Beaucoup d'États aux États-Unis même... ils refusent le confinement. Tout simplement, si nous, on veut être ensemble pour éradiquer ce virus, il faut qu'on soit ensemble. Si la société civile, le gouvernement, on ne dialogue pas, on ne met pas ensemble une stratégie, nos personnels soignants vont être infectés comme il a bien dit. Exactement. Parce que les personnes qui sont alentour, parce qu'il y a gâteau, on s'en fiche, on va le partager. Hier, on a vu la Guinée, malgré qu'on les a interdit d'organiser les élections, ils ont organisé pour infecter encore d'autres. Le président de CENI est mort, suite de coronavirus. Et donc, du coup, ça ne distingue personne. Donc, on a besoin vraiment d'être sérieux. Merci. Élément numéro 5, Arthur Covid-19, nous sommes sur Tchad 24. L'élément numéro 5, nous sommes jeunes de le dire, nous l'avons reçu il y a quelques jours. Encore la maltraitance des Africains en Chine. Pourquoi je le joins à Arthur Covid 2019? Parce que justement, la Chine semble oublier que l'impact, la genèse, le départ de cette maladie, n'est-ce pas, venait de cette ville de Guangzhou. Et malheureusement, les Africains sont depuis quelques semaines indexés, battus, humiliés et pratiquement maltraités. Le mot n'est pas fort, hein, en Chine. Et l'élément numéro 7 le met en exergue. Ça sera l'élément final pour cette émission d'aujourd'hui. Et après cet élément-là, nous allons revenir à vous, chers téléspectateurs. À tout de suite.
Actu Covid-19. Nous revenons à l'antenne. Je n'ai pas pu, n'est-ce pas, supporter cet élément jusqu'à la fin. Oui, c'est bien entendu le coronavirus ou Covid-19, mais bon, on s'en rend compte que ça prend des proportions. On en parlait ici, une fois de plus, la semaine passée. Dans le cadre d'autres émissions, on est surpris que la Chine puisse réagir de la sorte. Et pour montrer la différence, chers téléspectateurs de Tchad 24, quand vous êtes black, noir, si vous voulez nègre, et que vous avez un passeport américain, eh bien, on ne vous touche pas parce qu'on connaît la réplique immédiate des États-Unis. Ah, quand vous disposez de nos 54-55 passeports, eh bien, vous passez des moments difficiles parce que soupçonné de Covid-19, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le lire sur le visage, d'autres sont trimballés dans la police, d'autres sont ainsi humiliés, battus en route. Docteur Didier Ali Sougoudi, comment ça peut s'expliquer? Parce que moi, je suis dépassé. Hein. Ce sont des scènes pathétiques, c'est vrai, et surtout que ça vient de la Chine, qui est un pays autrefois dont la population est polie et réceptive. J'ai été en Chine pour la formation de paludologie, je vous l'ai dit. Ce sont des gens presque vénérables qui sont très respectueux, mais aujourd'hui, avec le Covid, les gens ont montré un autre visage qui, lamentablement, ça se passe également en Afrique. Vous vous rappelez des événements de l'Afrique du Sud contre les autres, comme les Noirs africains, les Africains qui sont commerçants là-bas. Dans une situation de catastrophe, aussi bien naturelle que catastrophe de guerre, ça change l'attitude des gens. Perdent, oui, leurs repères. Hein, il y a une dépression collective, on dirait. Et les gens s'en prennent à d'autres personnes, ils cherchent toujours des boucs émissaires. Ça serait aussi possible au Tchad, partout, parce que et puis la réciprocité est aussi possible, avec de telles images d'une laideur insoutenable, où une personne est traînée, molestée, sans secours, et tous les passants s'acharnent sur lui. La réciprocité est possible parce qu'on peut s'en prendre aussi à la vie des Chinois. C'est que nous ne le souhaitons pas en tant que citoyens du monde. Mais nous déplorons, et je crois que nos Foreign Office, nos affaires étrangères, auront convoqué tous les ambassades chinois en Afrique pour leur remonter les bretelles et mettre fin à cette situation. C'est une situation déplorable, d'autant plus que je ne supporterai pas ce genre de brutalité vis-à-vis ils s'acharnent sur la tête de la personne, ils vont lui provoquer des traumatismes crâniens. Exactement. Et je crois que le Kenya, le Nigeria, ils ont déjà interpellé de façon très officielle la Chine pour protéger les citoyens africains qui sont molestés de la sorte. Et le peuple chinois, je le répète encore, autrefois n'est pas si méchant que ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais pas. Et surtout, le paradoxe est là, parce que le virus est né à Wuhan, chez eux. Et les gens même disent que c'est sorti d'un laboratoire chinois ou bien etc. De toutes les manières, c'est un virus qui a été chopé par un Chinois, le premier, le patient zéro. C'est celui-là qui a propagé le virus. Pourquoi nous, on s'en est pas pris aux Chinois? Pourquoi ils s'en prennent aux Africains? Voilà. Je crois que ce sont des scènes à éviter. Ce sont des scènes à éviter. Haroun Larry, la semaine passée, sur ce même plateau, bon, c'était pas dans le cadre d'Actu Covid-19, mais tu mettais déjà en exergue le fait que, pour ne parler que d'1 284 000 kilomètres, le cas de ce Chinois
malheureusement qui a perdu la vie dans notre hôtel de la place, à N'Djamena, et dont en espace de 72 heures, l'État a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse mettre la main sur ceux qui ont été la cause de ce genre de... En fait, enlever brutalement la vie de quelqu'un, etc. Mais je ne sais pas, je crois qu'à la fin, la Chine, via son ambassade, ils ont compris que l'État a fait son travail. Mais qu'est-ce qui se passe en Chine pour que depuis un certain temps, les Africains passent des moments semblés. Et ce sont des Africains, ils ont tous leurs papiers, certains des étudiants, des hommes d'affaires. Par contre, c'est ici en Afrique, on voit plusieurs Chinois dont on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève par rapport à leur présence. On les appelle des clandestins, plus de 90 000 en Afrique. Qu'est-ce qui se passe pour que les Africains puissent passer des moments aussi difficiles? Pourtant, ils sont bien reçus ici chez nous. Ils font à peu près ce qu'ils font, même pire que les Africains. Ils sont, voilà, ils sont. Les Chinois, pour rappeler, depuis les années 60, les Africains étaient toujours aux côtés des Chinois. Malgré, lorsqu'ils étaient dans les moments les plus difficiles, pendant même leur colonisation japonaise, les Africains n'ont jamais cessé d'aider les Chinois. Et ils ont toujours respecté les Chinois. Ces derniers temps, avec le retour de l'économie, et plus particulièrement avec le démarrage de l'économie chinoise, c'est les Africains qui étaient en première ligne pour le commercialiser et faire des affaires avec la Chine. Malgré que nos autres colons refusent, les Africains n'ont jamais cessé d'être à côté de la Chine. Mais ces derniers temps, moi, comme je vous ai dit, parce que nous, on ne se respecte pas, c'est pourquoi les gens nous respectent pas. Vous avez bien souligné, si vous avez les passeports américains, français, autres, on ne vous maltraite pas. Mais on a 54 passeports. Et nos États africains sont des États faibles. Et on est surendettés. Et c'est pourquoi le Tchad même a convoqué l'ambassade de la Chine pour s'expliquer. Hein. Et pourquoi on ne respecte pas? Parce qu'on n'a pas une bonne image. La télévision en Chine ne donne pas les bonnes images des Africains. D'ailleurs, il n'y a même pas. Vous trouvez des Chinois qui ne connaissent même pas les Noirs, qui n'ont jamais vu les Noirs. Et du coup, dans la mentalité... Ahmad Haroun-Larry là a dit que tous les Noirs sont des malades potentiels. Oui, mais parce que moi, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ça veut dire qu'il y a un fou qui est venu à la télé pour dire que c'est les Africains qui transmettent. Parce qu'il y a toujours des théories de complot. Et les gens cherchent des big émissaires. Ce n'est pas par hasard lorsqu'on dit non, c'est les Américains qui ont amené, les Américains disent que c'est les Chinois qui ont amené. Donc, je ne sais pas. S'ils ont dit que c'est les Noirs qui ont amené, et donc les Noirs c'est des faibles, les Africains c'est des faibles, on retombe facilement sur le faible. On nous a dit que grippe aviaire on a amené, on nous a accusé qu'on a amené Ebola. Oh, maintenant, je ne sais pas, hein, lorsqu'on nous dit le virus chinois est en Chine, on nous dit que c'est les Africains qui envoient le virus en Chine, c'est un problème. Ça veut dire qu'en Chine, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est les Africains qui sont la cause. C'est pourquoi dès que vous voyez les Chinois en route, ils même se cachent pour voir les Africains. Pour dire que les Africains en fait, normalement, le virus a été contrôlé et presque éliminé de la Chine. Mais il y a eu un foyer qui a flambé, qui serait venu des Africains. Voilà. Soit ils accusent les Africains. Qui seraient venus des Africains. Donc rien n'est sûr. N'est pas sûr. Docteur. Ils accusaient les Africains de n'avoir pas été à l'école et entretenu le foyer. Oui. Soit de nouveaux Africains qui sont revenus avec le virus par exemple, ça a commencé avec les Nigérians. Et c'est venu du Nigeria. Parce que le Nigeria est encore un foyer actif. Tout à fait. Donc la recontamination est possible. Maintenant, la lutte de la Chine, ce n'est plus le foyer ancestral, le foyer originel. C'est la lutte contre les maladies importées comme chez nous. C'est ça. Parce que la Chine a déjà contre. Mais il n'y a pas que les Africains, docteur, qui peuvent importer les maladies. C'est vrai. Et c'est ça où les gens sont inconsolables de la Chine. La Chine ne devrait pas avoir cet emprunt et sa population ne doit pas interpréter parce que c'est une population éduquée, une population... ce ne sont ni les médecins, ni la police. Exactement. Donc c'est l'erreur qui l'ont fait. Mais parfois aussi, les gens ont les tendances faciles à trouver des boucs émissaires, comme il l'a dit. Pourquoi il est différent de moi? Pourquoi il est venu il est de l'Afrique, etc. Mais également, il a relevé un problème économique. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Nous sommes très endettés. La main qui donne, ordonne. Voilà, la main qui donne, ordonne. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons aussi beaucoup de dépendances vis-à-vis de la Chine. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de nos industries sont fait fonctionner par des Chinois. Dès qu'ils arrêtent de travailler, tout est bloqué. Et ça, c'est également une pression
qui permet à ce que les États tchadiens, les États africains ne disent rien. C'est même d'ailleurs pour cela qu'ils font la différence entre le passeport américain et le... Ouais. Et quand vous lisez les passeports américains dans son contenu, c'est extraordinaire. C'est un citoyen américain. Je crois que c'est un peu plus clair. Etc. Donc il faut se comporter aussi de la sorte. L'Africain, à un moment donné, il faut qu'il possède la technologie pour être autonome sur le plan technique, mais également sur le plan de la solidarité et de l'inviolabilité de sa vie et de son territoire. Docteur, ça ne s'est pas développé dans la concerne pas peut-être le médecin sur le plateau, mais bon, nos petits micro-États fragiles, là, il n'est pas temps peut-être de se mettre ensemble. Vous savez que la comme Chine, il y a juste 20 ans, comme Kadhafi. Il y a 20 ans, la Chine était un pays sous-développé, on le comptait parmi les pays sous-développés. Et jusqu'à nos jours, c'est un pays émergent. C'est un pays émergent, c'est vrai, mais si non, vous mais partez, c'est déjà la première puissance économique. Il a vraiment émergé. Émergé. Dans un village de Wuhan, bien dit, docteur. On part dans un village pour visiter des minorités, on arrive et je trouve des gratte-ciel et je trouve des métros qui passent. Les métros qui passent. Je dis, vous dites ça à un village? Il dit oui, c'est parce que c'est petit. Et ils refusent le terme développement. Jusqu'à nos jours, ils disent qu'ils sont émergents. Ils ils le disent exprès parce que l'arbre qui pousse ne fait pas de bruit. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait également Mao Tse-tung. Mais c'est des gens qui ont quand même... le comble de l'Afrique, c'est quoi? C'est d'épouser la technologie. Tous les États, tous les empires qui se sont effondrés, ce sont les empires qui ont abandonné la technologie. La technologie, c'est quoi? C'est savoir extraire son pétrole, c'est savoir extraire son fer, savoir utiliser son fer pour faire une voiture. C'est une technologie. C'est l'homme qui a taillé la pierre, qui a évolué jusqu'à fabriquer des avions. Docteur Didier Ali Sougoud, moi je ne sais pas, parce que ce qui m'étonne, c'est que pratiquement depuis 20 ans, 30 ans, partout dans le monde, dans des universités UP, ce sont les Africains qui sont majors de la promotion, qui s'imposent de par leur sens d'intellect à se développer. Si la médecine évolue en France, ceux qui entourent Dr Didier Raoult, tous sont des Africains. Et ils ont été recrutés. Dr Didier Raoult n'a pas dit que je vais travailler avec les Africains. Il était obligé, il cherchait les meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne le ressent pas socialement, économiquement au Cameroun? Ceux qui ont utilisé la technologie, ce n'est pas en 2 jours, 3 jours, ni en 60 ans. Les 60 ans, c'est rien du tout. Et les 60 ans, certains pays ont appris à cohabiter, à faire la guerre, comme le Tchad par exemple. Le Tchad n'a jamais eu 20 ans de paix. Exactement. Dans la guerre, ne serait-ce que même, si on prenait une oasis comme l'oasis des Fayas, aujourd'hui, moi, jeune, qui avait grandi dans les années 80, qui a été à l'école dans les années 80, je n'ai jamais vu le bleu pousser au nord. Alors que juste avant l'indépendance, juste même après l'indépendance, les bleus de Faya étaient exportés. Les raisins de Faya partaient à Bordeaux pour faire du vin à Bordeaux. Aujourd'hui, tu ne trouves pas un champ de bleu pour montrer à moi ou à mon enfant. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand un pays est en guerre, tous les gens qui ont le savoir-faire vont avoir d'autres occupations. Soit ils sont réfugiés, soit ils sont partie prenante dans le conflit, et les gens perdent la technologie et la technicité de la chose. C'était le cas de la traite de Gruyère. Ça, c'est le cas de beaucoup de pays africains. Et également, les pays africains, on a eu assez tôt aussi l'indépendance, mais ce n'est pas la colonisation qui nous apprendra toujours la technologie. Parce que bien avant, l'empire, l'Égypte pharaonique est noire. L'introduction de fer au bétail, c'est par des noirs. On a encore l'Égypte pharaonique, c'était la première puissance du monde. La première puissance du monde, et elle est une des plus grandes. Depuis de nos technologies. Plus de 1000 ans. Plus de 3000 à 4000 ans. Ce sont des dynasties. Parce que les gens pensent que Pharaon, c'est celui qui a combattu Moïse, celui qui a combattu, je ne sais pas, tel prophète. Non. C'est des dynasties de 3000 ans, 4000 ans. Nefertiti, Toutankhamon, Ramsès, Taharka, beaucoup de pharaons, Imhotep, etc. J'ai lu beaucoup de leur histoire. En plus du livre de Cheikh Anta Diop, qui parlait de la nation nègre. La nation nègre. La négritude. La négritude, c'est la fameuse théorie de l'empire pharaonique. De Senghor, mais bien avant ça, Cheikh Anta Diop avait très bien décrit la nation nègre. Des pharaons comme Taharka étaient des noirs, même tous les pharaons tous d'ailleurs. Récemment, toutes les effigies que vous voyez, y compris les guisés et tout ça, et même les découvertes, c'est des caractères noirs. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autres caractères que ces caractères noirs. Donc, l'abandon de la technologie, l'abandon des aptitudes à fabriquer son arme. La colonisation, c'est quoi même? La colonisation, c'est la supériorité des armements. Les États africains ont résisté. Ce qui leur a manqué, c'est quoi? C'est de savoir bien tirer, avoir les bonnes munitions. Mais ils ne se sont pas préparés à fabriquer des armes, c'est tout. Les canons. Mais ici à Kousseri, quand les Français ont vaincu Rabat,
C'était les canons qui étaient posés sur le bateau qui s'appelait Blot, Léon Blot. C'est ça qui a fait de bruit, que les chevaux ont vu, mais il était invincible. C'est Soudanais qui avait parcouru toute l'Afrique et puis qui a fait son empire. C'était quoi? C'est la technologie. Aujourd'hui, les gens ont des mirages, ils survolent nos sols, ils peuvent nous frapper en quelques secondes avec leurs bombes, etc. C'est ça que l'Africain doit faire. L'Africain doit apprendre à maîtriser la technologie. Dès que tu maîtrises la technologie, le reste viendra. Parce que tu seras... Pourquoi les puissants ne se font pas entre eux la guerre? Parce que chacun a son bombe H, ils dissuadent l'autre, ils vont aller exploiter d'autres peuples, mais entre eux, ils ne se battent jamais. Tout le bruit qu'ils font là, c'est pour juste être respectés des plus belles. Et gonfler le pectoral. Voilà, c'est tout. Exactement. Chers téléspectateurs, nous sommes dans l'obligation, hein, on a commencé avec quelques minutes de retard. Je remercie sincèrement Dr Didier Ali Sougoudi qui, en dépit de tout, est resté jusqu'à la fin. Je tiens également à remercier Ahmad Haroun Larry de la société civile, peut-être qui a un dernier mot à dire avant que nous ne puissions conclure l'émission. Les derniers mots, Dr Didier a tout dit. Les derniers mots que je dis, il faut toujours se préparer parce qu'en relation, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis, c'est les intérêts. Si vous n'êtes pas préparé, le darwinisme était clair. Les nations qui sont plus fortes, ils vont écraser les nations les plus petites. Et donc c'est à nous de nous préparer. Donc si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et pour préparer la guerre, il faut que vous formez vos médecins, vos médicaments, vos ingénieurs, vos militaires. Vous ne l'envoyez pas en France, hein, parce qu'ils deviennent quoi? Donc il faut les former chez vous. Tout à fait. Il faut maîtriser le système éducatif. Aujourd'hui, on enseigne quoi à nos enfants? On enseigne la supériorité des Blancs. C'est pourquoi beaucoup de mes frères tchadiens, ils disent que non, même ceux qui ne veulent pas s'attacher aux Blancs, disent non, nous sommes d'origine arabe. Donc les gens veulent s'attacher aux autres. En oubliant que dans les années 30, il n'y a pas un pays arabe. Hein. Les gens partaient du Tchad pour donner des moines en Arabie Saoudite pour aider. Mais aujourd'hui, ils ont construit... Ils sont développés. Donc c'est à nous de le faire. Donc il faut prendre conscience et travailler. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre, même si ça peut un tout petit peu pincer le cœur par rapport à nos retards, nous en Afrique, spécifiquement au Tchad. Ce fut vraiment un plaisir. Une fois de plus, Dr Didier Ali Sougoudi, merci. Merci beaucoup, merci Tchad 24. C'est tout un plaisir pour moi d'être sur ces plateaux pour la première fois, de m'adresser à vos téléspectateurs et je vous remercie pour votre bien aimable attention accordée à notre personne. J'espère que ce n'est pas de trop, nous aurons la chance, si c'est possible. Je serai toujours disponible. Merci. Je serai toujours disponible. Si le verbe traite, je vous traiterai, Inch'Allah. Merci. Médecin, infectiologue, paludologue, nous remercions également Amat, relégué ou secondé rapidement par Pisman. N'oublions pas Nadine, c'est l'équipe technique, hein. Sans eux, nous ne sommes rien, ils sont souvent derrière la caméra. Un boulot un tout petit peu... mais bon, sans eux, je vous assure, ce métier risque de ne pas avoir l'ampleur souhaitée et nécessaire. Ce fut un plaisir. Merci. Bien le bonsoir.